Et nous avons normalement nos deux invités qui sont avec nous. Bonsoir Voilà. Thomas, bonsoir Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Vous allez mettre le feu, hein, parce que moi vous m'avez dit oh là là, on a fait une sieste et tout, on est chaud, on est chaud patate. Ah mais Jean-François il a pas mis son casque. On peut dire tout ce qu'on veut. Ça marche bien avec le casque, effectivement. Enfin, en général. Ah, on t'entend pas Jean-François, on t'entend pas. Ouais. Je vais lui envoyer un texto. Ton micro est coupé. Peut-être mieux de ton micro. Thomas, tu nous entends toi, Thomas? Oui, je vous entends bien, fort. Tout va bien. On a un petit Oui, problème je vous technique. entends très bien. Bah, on a un petit souci avec Jean-François, puisqu'à la place nous avons une espèce de petit son. Ouais. On a une petite sonnerie. Non, c'est On chez a toi. comme une petite alarme. Et c'est pas chez moi hein, l'alarme, hein, je peux vous l'assurer. Ah, Ah. ça- Ça a y est, coupé. je marche. Ah, mais Ah, c'est mieux. voilà. Non, mais en fait, Jean-François. comme on devait arriver plus tôt, le casque il s'était déchargé en attendant les dernières petites news de Caroline. J'ai envoyé un texto dans la plus grande des discrétions, vous n'avez rien vu. Et j'ai pas pensé à en réenvoyer un autre en disant finalement 5 minutes de plus encore. Mais je me disais normalement ils sont là, non, c'est bon. J'ai pas pensé que le T'inquiète. casque allait se décharger et faire son vilain comme ça. Mais voilà, c'est réparé. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour parler de cet événement que personnellement j'aime énormément. Japan Expo, c'est un rendez-vous annuel. C'est la convention la plus importante d'Europe pour les fans d'animation, les fans de Japon. Elle réunit un petit peu tous les domaines, aussi bien les aspects culturels que tout ce qui est manga, animé, également la musique avec d'incroyables concerts à chaque saison, à chaque événement, on va dire, puisque même les Japan Expo Sud bénéficient donc, avec une ampleur un peu plus réduite de pas mal de contenu et donc des artistes qui viennent se déplacer, que ce soit des mangaka, des réalisateurs ou donc des artistes, des groupes. Donc c'est un événement assez incontournable. Et là, il n'y a pas eu en 2020. Il n'y a pas eu il n'y aura pas en 2021. Comment est-ce que ça se passe du coup de votre côté? C'est une grande question. C'est douloureux. C'est Je crois que douloureux. Thomas n'a pas de Ça fait micro. mal. Si, Thomas, Vous il nous m'entendez? parle. Si, moi j'entends Thomas. T'entends pas Thomas, François? Moi, Non. j'attends pas Thomas, moi. Ah Ce bah qui peut être alors. embêtant. Ah bah oui. Alors attends, Cat and Geek, Fumble, vous entendez bien Ouais, Thomas? on entend les deux. Oui, j'entends les deux, moi. T'as mute. Moi, je dis ça, je dis rien, je c'est balance ça, personne. c'est- Mais... Il sélectionne. Alors Voilà. Jean-François, je t'avais dit que j'étais premier degré, mais faut arrêter au bout d'un moment. Hein. Ah, mais j'entends vraiment pas Thomas. Hein, Là, tu m'entends pas du tout. Et si je mets le son du Twitch, on va avoir un petit souci de décalage. Ah, on va avoir un très 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 gros souci de décalage son, oui. Mon Dieu. Alors, Je crois que le mieux, c'est de quitter. de quitter et de revenir. Voilà, c'est la technique. Ouais, je vais. C'est ce je vais que ça m'est quitter, je arrivé reviens, aussi. alors, c'est ça. À tout Faut de fort. suite. Thomas, bon élève, toujours, hein, décidément. Bah oui, moi je suis là, je bouge pas, tout va bien. C'est super triste en fait. Je vous vois avec les tenues, enfin avec Oui. le polo, avec le petit logo parce que Japan ça nous Expo. manque. Et là, je suis là en mode dépression. Mais d'habitude, on le met parce qu'on est sur salon et que Ouais. Bah oui. on est prêt à accueillir tout le monde et qu'on court partout et voilà. Et là, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long en termes de temps. Et puis, comme disait Jean-François avant de redémarrer, Oui. c'est vrai que c'est douloureux quoi, à force. Bah Et oui. Et maintenant, il m'entend? Oui. Ah Voilà. Et Le même que je polo- vois tout le monde, parce que je voyais Non. plus personne. Ah, bah dans le d'outre-bout, ça marche toujours. C'est ça. Voilà, la technique qui a bien Je n'ai fonctionné. pas Donc, les cheveux en format. on parlait du fait que Japan Expo, globalement là, on y est, ça nous manque terriblement puisqu'en Ouais. plus on est à l'approche de l'été qui est donc synonyme de toute façon de cet événement. Je pense que vous avez peut-être eu l'occasion de voir en tout début d'émission, on a parlé d'un événement qui a été annoncé aujourd'hui, le Crunchyroll Festival. Ça donne pas un petit peu la sensation que du coup ça manque tellement que du coup les gens qui font des stands chez vous se décident à du coup créer quelque part un événement aussi, mais sans vous parce que du coup vous n'êtes pas encore revenu. Bah, il faut bien qu'ils s'occupent entre-temps. Après, nous, on sait que ils sont prêts à revenir à Japan Expo dès que Japan Expo a le droit d'avoir lieu, parce qu'en fait, c'est notre seul défaut pour l'instant. C'est qu'on veut pas nous laisser faire tranquille, mais on a entendu parler effectivement de plusieurs événements qui vont se faire en ligne.
et qui sont des expériences qui sont totalement différentes de Japan Expo. Donc, ça va être super, ça va être très intéressant, mais c'est vrai que nous, même quand on a réfléchi à Japan Expo et ce qu'on pouvait faire en ligne, on n'a pas trouvé de solution qui était en adéquation avec ce que nous on imagine faire de Japan Expo, quoi. Il n'y a pas d'expérience, la rencontre. Quand les gens ils disent pourquoi ils viennent à Japan Expo, c'est avant tout pour se retrouver dans la communauté, c'est pour faire du contact, parce que toute l'année finalement on se voit comme ça en ligne, et on avait cette opportunité avec Japan Expo. Et c'est bien pour Crunchyroll Festival, je dois avouer. Je vais aller faire des petites recherches pour avoir le détail, mais en soi, Crunchyroll Expo existe depuis longtemps Aux États-Unis. aux États-Unis, donc c'est pas étonnant. Et puis c'est vrai que pour des services qui sont totalement dématérialisés, ça fait 100% sens, quoi. Oui, c'est vrai. À la base, c'est une plateforme de simulcast, mais je sais que c'est aussi un assez gros stand à Japan Expo de base qui propose également des animations. Enfin, il y a beaucoup de stands. Je les appelle des stands alors que finalement, c'est ou des maisons d'édition ou en tout cas, c'est des grosses marques qui proposent également finalement une création de contenu en général lors des Japan Expo. Du coup, bah là, ils vont faire ça de leur côté. En vrai, ils n'ont pas encore dévoilé grand-chose. Hein. On a juste des dates. On attend encore des annonces. Il y a une souvent à liste. Japan Expo, ils en profitent pour présenter des avant-premières. On a même eu des invités avec eux, etc. Donc c'est vrai que Crunchyroll est assez actif. Et que il y a la rentrée littéraire en septembre, mais la rentrée animée en juillet, c'était pas mal aussi, quoi. Donc je pense qu'ils vont essayer d'annoncer toutes les nouveautés et compenser un petit peu l'absence du festival, quoi, parce que c'était l'occasion de faire découvrir à plein de gens, quoi. L'avantage d'un festival comme Japan Expo, c'est qu'il touche à la fois leur communauté et puis d'autres gens, quoi. Du coup, vous avez réfléchi quand même à une version en ligne. C'est vrai que, bon, je ne veux pas cacher que moi aussi, je me suis dit, ils vont peut-être proposer quelque chose. Alors, le problème, c'est qu'on n'a jamais su quand est-ce que cette pandémie allait s'arrêter. Parce que c'est vrai que, ok, pas en 2020, ça semblait normal pour tout le monde, mais rien en 2021, on s'était dit, ah oui, mais bon, voilà, il y a encore 3 mois, 6 mois, on ne pensait pas qu'on en serait encore là. Donc, mais c'est vrai qu'une version en ligne changée. Ouais, vous pariez sur le fait qu'il y avait en 2021 peut-être. Bah, nous, on voulait que ça ait lieu, hein. On a travaillé pour, on s'est préparé pour, mais enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a réfléchi à plein de modèles, mais il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui est vraiment satisfaisant pour faire quelque chose comme Japan Expo et faire des événements qui sont d'autres expériences en ligne. C'est pas le festival, donc on préfère prendre notre mal en patience et faire le dos rond en attendant que ça passe, que ceux qui veulent faire des choses en ligne les fassent. De toute façon, ils les feront mieux que nous, c'est pas notre spécialité. On a commencé à aller en ligne depuis, enfin, au dernier festival il y a un certain temps, puisqu'on avait fait une scène qui était 100% streamée. La scène taquée pour la scène taquée. Et on va évidemment, avec tout ce qu'on a découvert là, tout ce qu'on a appris des événements virtuels, ça nous a donné des idées, mais à chaque fois qu'ils nous raccrochent à un festival Japan Expo dans la vie réelle, quoi. Et du coup, cette année qui est passée sans Japan Expo, vous avez mis en place il y a quelques mois du coup un système de boîtes cadeaux pour permettre finalement aux gens du coup de profiter de plein de goods que vous aviez en votre possession et en même temps pouvoir soutenir la CFA dans cette situation très spéciale où du coup vous pouvez pas créer l'événement, vous pouvez pas du coup engendrer même un gain. Alors, je ne sais pas du coup comment vous arrivez à survivre. J'imagine que les boîtes cadeaux ont dû vous aider énormément. Les boîtes cadeaux ont aidé énormément. Et effectivement, on avait des dotations qu'on avait prévues pour des concours qu'on devait organiser toute l'année, puis sur place, qui étaient déjà en stock. Parce que quand on s'est arrêté, on était en avril 2020. Donc le salon, il ne se prépare pas en 3 mois, mais plutôt en 12. Donc on avait déjà pas mal amassé de choses. Et on s'est dit à Noël que c'était un moyen de faire rentrer de l'argent pour soutenir l'activité, pour soutenir le festival, tout en faisant un truc sympa pour Noël, parce qu'effectivement, ces boîtes cadeaux, on en avait mis en place en 2019 pour les 20 ans de Japan Expo, où les gens achetaient une boîte à 20 € et dedans, ils avaient 40, 60 €
de goodies et de bouquins et autres. Donc là, on est reparti du même principe, mais on s'est transformé en logisticien aussi, parce que du coup, comme on ne pouvait pas les donner en main propre, il fallait les envoyer. Voilà. Donc c'était une bonne idée, mais alors, c'était une belle galère logistique, parce qu'on s'est retrouvé on s'est un peu fait mal au dos, c'est vrai. on s'est retrouvé à envoyer 1500 boîtes en 15 jours. Et du coup, c'est pas tout à fait notre métier, hein, parce qu'on ne fait pas de la VPC comme ça. Ça a été un peu sportif et parfois on s'est un peu loupé d'ailleurs aussi, parce que je pense qu'on a vendu des boîtes pas assez chères, parce que là je vois la belle image avec la boîte d'ail à 15 €. Quand on a vu le prix de la poste, on a fait d'accord, bon bah c'est dommage. On a bien aidé la poste aussi. La vache. J'ai bien soutenu la poste. La poste, ils étaient contents de nous voir. Et voilà. Et donc du coup, comment on fonctionne sinon, c'est que l'année dernière, quand ils ont annoncé qu'on ne pourrait pas faire d'événements de l'été, on a tout de suite cherché à trouver des fonds auprès de la banque. Donc on a fait un gros emprunt avec un prêt garanti par l'État. Depuis quelques mois, on bénéficie aussi du fonds de solidarité. Et en fait, depuis le premier confinement, il y a cette fameuse activité partielle qui nous permet de couvrir une partie des salaires des employés. Alors, je dis une partie parce que c'est vrai que souvent on entend que c'est couvert à 100% par l'État, etc. Mais il reste des charges à l'entreprise, genre la retraite, tout un tas de choses. Et puis, on a une convention collective qui fait qu'on garantit un niveau de salaire plus élevé que la norme globale. Donc on se retrouve avec un reste à charge important, plus les loyers, l'électricité, les téléphones, tous ces trucs-là. Parce que tout d'un coup, c'est bête, hein, mais ça fait 1 an et demi qu'on a un téléphone pour que nos contacts nous appellent, nous proposent des invités, nous proposent des activités. Mais il sonne plus trop. Il sonne pas beaucoup en ce moment. Tu veux que je t'envoie un texto? calme, Je vais le faire sonner si tu veux. Ouais, super. Oh, tiens, il y a Caroline qui m'appelle. Tiens, elle veut faire quelque chose sur la scène Tsubame, ça a l'air sympa. Voilà. Elle me manque beaucoup, la scène Tsubame. Elle était très sympa. Elle était très cool. Une de Et meilleures du coup, créations. après, on a grillé toutes nos économies, hein, parce que on était un peu fourmis. Donc on mettait de l'argent de côté chaque année en se disant on sait jamais s'il arrivait un truc, parce qu'il y a des années. Alors non, pensez plus à. On a eu une année où il y a eu un incident sur le RERB. Et ça a l'air bête. Un samedi matin, il y a eu une grève et du coup, il n'y avait plus de RERB jusqu'à grosso modo 14 h. Et là, du coup, on a vu la fréquentation chuter. Et comme Japan Expo, c'est un festival qui vit avant tout grâce à sa billetterie, puisqu'il y a entre 55 et 60% de notre revenu qui vient de la billetterie. Quand le plus gros jour, tu n'as personne qui peut venir sur le festival le matin. Alors, on a vu un défilé de taxis, hein, mais ça ne compense pas. Du coup, tu as comme qui dirait un manque à gagner non négligeable et tu te dis, il faut mieux avoir un peu d'argent de côté si jamais il y avait ça. Surtout que pour l'anecdote, cette année-là, ils avaient débrayé parce qu'un chauffeur avait été agressé. Ouais. Et l'enquête a montré qu'en fait, c'était lui qui avait agressé des voyageurs et qui s'était barré. Et donc, du coup, il avait été sanctionné, tout ça. Mais nous, on s'en fout. On avait quand même perdu. C'était perdu. Hein. Ouais. Ah, c'est dur ça. Mais on c'est était bien ouvert, de gérer effectivement le... C'était bien pour ceux qui ont pu venir tranquille. Mais du coup, pour refaire un fonds de trésorerie, est-ce que vous vous êtes pas dit, ok, on le fait pas en été 2021, pourquoi pas le faire autrement, un autre moment que l'été? Parce que là, on voit que l'annonce, c'est 14-17 juillet 2022. Merci, je fêterai mon anniversaire à Japan Expo, du coup. Moi, c'est juste après. Moi, c'est le 19, c'est juste après. On l'a fait exprès. Et cœur sur vous. Hein. Et donc, du coup, une autre date, est-ce que c'était envisageable à un moment de se dire, tiens, on va le faire en hiver, comme ça, on le fait plus vite que d'habitude, ou un truc comme ça? En hiver, on a déjà... On a déjà tenté, puisqu'on avait Chibi Japan Expo Belgium, qui était fin octobre, début novembre. On a même fait Japan Expo 2 en décembre 2020. Donc, on avait été vraiment loin dans la proximité de Noël. Déjà, c'est pas... En décembre 2000. 2000, oui. Décembre 2000. On a compris. Plus révélateur. Il avait envie de faire quelque chose. Voilà, on avait très envie de faire quelque chose. Mais en décembre 2000, ouais. Et du coup, il y a plusieurs problèmes. C'est que on ne sait pas trop ce qui va se passer d'ici là. Est-ce que les Japonais auront le droit de venir en France?
nos partenaires, éditeurs et autres sont un peu occupés avec Noël, donc c'est pas tout à fait pareil. Il y a déjà pas mal d'autres événements. Parce que nous, on n'a pas eu lieu en juillet, mais des événements un peu partout en France ont été dans le même cas que nous à ces périodes-là. Et puis, il faut bien voir que tous les événements parisiens, du coup, se décalent, grand public, pro, etc. Et que du coup, il y a des embouteillages en termes de disponibilité. Faire quelque chose fin novembre à Porte de Versailles, alors que ça fait 15 ans qu'on dit que Porte de Versailles n'est pas adaptée à Japan Expo, ça n'avait pas de sens. Et puis après, en février, on a Japan Expo Sud à Marseille. Donc, le faire plus tard que décembre, ça devient compliqué. Et puis, je le disais, mais il faut 12 mois, grosso modo, pour préparer Japan Expo. Et même si on avait des bonnes bases, parce qu'on avait commencé à travailler sur l'expérience 2020, et que la plupart des gens nous avaient gentiment dit, si vous le faites en 2021, enfin plutôt à l'époque ils disaient, quand vous le faites en 2021, on sera là encore. Là tout d'un coup quand on leur dit, bon finalement c'est plus tard, il y a déjà un peu moins de certitude sur la disponibilité des gens. Et donc tout ça, ça fait que c'était trop flou et que on préfère se focaliser à faire une édition de la Renaissance. Le Phoenix Japan Expo sera parmi vous en 2022. Ouais, C'est ce sera chouette. la Non, Phoenix c'est un Edition. bon. Exact. Ah, Phoenix Edition, c'est pas mal ça. Ça serait carrément on est- cool. Ça va être le nom? On est moyen chevalier quand même, parce que normalement la même attaque ne marche jamais 2 fois sur un chevalier. Et là, j'avoue, le coronavirus. Ouais, on l'a pris 2 fois. Mais on est encore là. Donc l'attaque n'a pas fonctionné. On évite de. Ouais, c'est Alors, vrai. On est dans le cauchemar On se d'Iki, sortit. là, on va s'en J'ai une sortir. petite question parce que moi j'ai la réponse, mais du coup peut-être donner une explication aux gens parce qu'il y a, je pense, comme pour beaucoup, en fait, c'était vraiment un rendez-vous de début juillet à la base Japan Expo. Et en fait, du coup, ça a été décalé à quasiment mi-juillet. La raison est que... Alors, c'est pas quasiment, hein, c'est mi-juillet. Ouais, là, Oui. c'est vraiment, on est en plein dedans. Ouais. J'ai Le dit 14 quasiment, juillet, on oui, dit c'est 14. assez au on mois. l'a dit. C'est mon anniversaire, c'est pour ça. Ouais, Déjà, mais il y c'est a pour eu ça qu'on- effectivement une pétition de Caroline et Marcy pour Mais moi, c'est le décaler. 19, il fallait décaler encore un peu plus. Il y a une erreur. Non, oui, voilà. En fait, c'est très con, mais moi, je pense maintenant que je suis parent, je sais que l'école, ça se termine début juillet, et il y a beaucoup de parents qui partent en vacances aussitôt que les enfants, ils ont fini l'école. Du coup, est-ce que c'est peut-être pas une vraie prise de risque, parce que c'est pas comme si votre public n'était que des familles, évidemment, mais est-ce que c'est pas quand même trop perturber les habitudes du coup, des gens qui viennent tous les ans, de vos visiteurs? C'est perturbant, mais vu qu'on l'a pas fait pendant 2 ans, les habitudes elles sont bien chamboulées, donc pas c'est le faux. bon moment. Il y a c'est aussi, c'est avant tout une demande qui nous a été faite par le Parc des Expos, parce que il y a un gros événement B2B sur le Parc des Expos à Villepinte qui veut se positionner à ce moment-là de l'année. Ça nous a évidemment pas mal bloqué, enfin pas mal fait réfléchir, mais après on a aussi récupéré plein de stats qui nous ont dit que c'était peut-être pas forcément un problème. Ah, Il y a que 6% de la population, dans ce qu'on a vu, qui est partie en vacances début juillet en fait. Donc c'est pas tant que ça. Évidemment, il y a un rush, hein, mais c'est pas tant que ça. Et après, on se dit aussi à l'inverse, faut pas oublier que Japan Expo, c'est pas francilien, ou pas que francilien, c'est vrai. oui. puisqu'il y a que, enfin, il y a 40% de la population qui vient d'Île-de-France, mais du coup, ça veut dire qu'il y a 60% de la population qui vient du reste de la France, voire un peu plus loin en Des Europe. autres pays, Et oui. du coup, en étant plus loin dans les vacances, on se dit que peut-être ce sera plus facile pour certaines autres personnes de venir sur le festival à ce moment-là, puisque quand c'est une période de vacances, tu t'engages plus facilement en disant tiens, on va partir en vacances, puis au passage on va faire un stop par Japan Expo. Et on fait pas que se le dire, Thomas. Il y a plein de gens qui nous ont écrit depuis des années pour nous dire c'est dommage que vous le fassiez là, moi j'ai pas fini mes examens, j'ai pas Le le temps bac, de venir. le bac, tout n'est pas fini en plus Le bac, début juillet. mais totalement. Il y a Le des bac. oraux éventuellement après. Ouais. Et là, dans les retours qu'on a, il y a plus de gens qui sont contents qu'on décale que de gens qui se demandent comment ils vont faire. Parce que d'un autre côté, il y a aussi ce côté un petit peu exceptionnel du festival qui fait que des gens vont prendre des dispositions différentes et donc ils vont adapter leur planning. Mais il y avait aussi tout un tas de gens qui
pouvaient pas être en vacances début juillet, qui pouvaient pas venir, qui là viendront plus librement. Et puis on pense aussi à un truc, c'est qu'on avait un public un peu plus familial au fur et à mesure des années. Si en juillet, on ait l'opportunité pour un centre aéré, pour une famille de venir occuper les enfants une journée ou plusieurs, ça peut être aussi intéressant parce qu'on le voyait notamment sur le dimanche que effectivement quand on a maman qui vient voir les chanteurs, il y a le petit qui va faire un tour chez Nintendo pour Pokémon et compagnie. Voire il y va avec son père d'ailleurs éventuellement. Mais voilà, c'est une autre approche et c'est vrai que on voit aussi il y a plein d'événements dans d'autres pays qui ont lieu plus tard. Si tu prends ne serait-ce que le Comic-Con San Diego qui était pour nous un grand modèle, lui il est carrément encore 1 ou 2 semaines après, c'est-à-dire il est quasiment fin juillet. Et puis un autre point qui nous semble intéressant, c'est en termes de disponibilité. Par exemple, on recherche pas mal de saisonniers et on a tous les ans un certain nombre de gens qu'on voit en entretien, à qui on fait passer des tests, qu'on valide et qui sont obligés de se désister parce que mon papa il veut pas que je vienne, j'ai pas eu mon bac tout de suite, j'ai un oral à réviser. Le bac c'est... Donc on sera dans une période un peu moins floue à ce niveau-là. Et puis un dernier argument, c'est que on est depuis quasiment toujours en même temps que Anime Expo, qui est une grosse manifestation qui a lieu à Los Angeles, aux alentours de la fête nationale américaine, qui est donc le 4 juillet. Et donc systématiquement, on se retrouve en même temps. Alors, c'est pas forcément gênant, parce qu'on est suffisamment important pour, pendant des années, avoir été la priorité des Japonais. Dernièrement, ils essayent de rééquilibrer, notamment en termes de vidéos où le marché américain est plus important. Ça fait qu'il y a des réalisateurs qui vont le jeudi, vendredi à Los Angeles, ils prennent l'avion, ils arrivent à Paris le samedi matin, et le samedi soir, ils nous font une avant-première, et puis ils repartent. Et donc, leur proposer de ne pas faire cette galère de 4 jours de voyage, semble un bon moyen. Alors certes, il y aura du coup des avant-premières qui auront été diffusées 1 semaine avant aux États-Unis, mais je pense que notre public va pas forcément avoir été à Los Angeles pour Anime Expo, et on aura du coup la possibilité d'avoir beaucoup plus de choses et moins de galères, parce qu'il y a des fois où on nous propose des avant-premières, mais on nous dit il faut que vous le diffusiez après les États-Unis, d'accord? Et les États-Unis diffusent ça quand? Le dimanche à 14h. Très bien, donc dimanche 14h, ça veut dire qu'en France il est 19h, bon bah on peut pas le diffuser quoi. Voilà. Et puis c'est vrai que pour les Japonais c'est vraiment compliqué quand ils font les deux, hein. On les a vus quand ils sortent de leur week-end Japan Expo, Anime Expo, ils sont un peu malheureux. Les avoir pour nous plus longtemps, ce sera que mieux, hein. Ouais, clairement, mais du coup c'était une bonne opportunité, finalement le destin a pris les choses en main pour vous faire décaler cette date. Voilà, tout à l'heure, on t'a entendu dire que c'était une édition spéciale Destin. Voilà, on y est. Du Kimochi, c'est vrai que ça permet, comme les cartes sont pas mal rebattues avec le Covid, là, avec 2 ans d'absence, ça permet de revenir à de nouvelles dates avec des bonnes résolutions, et on attend évidemment un maximum de gens parce qu'on a besoin que tout le monde se mobilise pour la reprise. À Phoenix, il décolle s'il y a plein de gens pour le soutenir. Oh bah là, dans le chat, ça a l'air plutôt, les gens ont l'air justement d'être assez... Ils sont déjà dans les flammes, on va venir, etc. Ils sont enflammés déjà là, il y a le feu. Mais ils sont déjà en train de brûler. Une question très importante quand même à cette date. Un autre point, juste par rapport aux dates, oui. Parce que du coup, on avait déjà regardé un petit peu, on s'était même posé la question de se bouger de nous-mêmes, parce que c'est vrai que la question de vous êtes trop tôt, parce qu'il y a des moments on est carrément en juin, hein, quand on se met sur la dernière semaine de vacances. Oui, c'est vrai. Et puis je sais pas si vous avez regardé, parce que tu disais Caroline, maintenant tu regardes un peu plus les vacances scolaires, mais en fait plus ça va, plus les vacances scolaires elles avancent dans le mois de juillet. Elles se décalent un peu, c'est vrai. Mon fils il finit le 7 juillet. Il y a des moments où c'est compliqué, hein, parce que quand les vacances scolaires elles sont le 8 juillet, si tu veux être le premier week-end de juillet, ça marche plus, toi. Donc c'est vrai que là, on a cette marché, on est décalé. Et du coup, en faisant cette enquête, on a pu voir que, notamment les retours de tout ce qui est hôtel partenaire, a priori, à cette date-là, c'est beaucoup plus vide, donc les tarifs devaient être beaucoup plus avantageux. Donc on s'est dit, c'est plutôt pas mal, parce que
si les visiteurs peuvent bénéficier d'un hébergement à moindre frais, ça peut être intéressant. Alors après, effectivement, le simple fait de mettre Japan Expo sur un week-end, ça fait monter les prix des hôtels. Les hôtels, ils font « Attendez, il y a Japan Expo ?» C'est le prix de Japan Expo. Vas-y. Mais en termes de remplissage, on est tout seul, a priori, à ces dates-là. Voilà. Ils n'ont plus d'autres manifestations, d'autres... Et ils multiplient les prix par rapport à un prix de base sur une saison. Donc du coup, en changeant de date, mécaniquement, ça devrait faire baisser les prix. Et puis au moins en 2022, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite, les hôtels. Voilà. Il faut profiter de 2022. Les hôtels vont être tout perturbés. Et puis on aura la même chose dans les RER, hein, parce que si une partie de la population est partie en vacances, les RER sont moins blindés. Donc ça fait autant de place en plus pour nous dans les RER. Pour les fans. Hein, ouais, mais du coup, faut pas faire un partenariat justement plutôt avec la RATP pour leur dire s'il vous plaît, mettez plus de RER parce qu'en vrai, du coup, il y a vraiment beaucoup de gens. Oh, il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent encore le train parce que moi j'ai du bol, je peux venir en voiture, je suis vraiment pas très loin, mais parce qu'on est d'accord, hein, vous restez toujours à Villepinte, hein, vous n'avez pas décidé de bouger. Oui, non. On change les dates, on change pas de lieu. On est à Saint-Malo. Parfait, tous en bikini. Hein. Let's go. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, j'ai jamais eu trop de problèmes. C'était plutôt vide, même en venant le matin. Bon, maintenant que j'ai un enfant et que je viens avec elle les dimanches, du coup, je vois aussi en voiture. C'est plutôt sympa, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que les jours de RER, il n'y a que Japan Expo dans le RER en fait. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres personnes. Limite, vous pourriez leur demander de bloquer les comme wagons. Disait Thomas, en fait, on est au maximum. C'est-à-dire que la RATP, on a déjà plus ou moins un partenariat avec eux. Ils mettent le maximum de trains qu'ils peuvent. Donc, on ne peut pas faire plus, si ce n'est construire une nouvelle rame. Voilà, ils ont conscience que Japan Expo a lieu et ils mettent en fait des formats d'heures de pointe en permanence avec des liaisons directes avec le parc qui n'existent pas normalement. Donc, ils sont au maximum. Après, ils pourraient toujours faire plus, hein, on est bien d'accord. Mais ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire de manière standard. Ils se sont même bougés, hein, puisque en 2019, ils avaient carrément changé les annonces dans les gares. Il n'y avait pas Brigitte Lecordier qui avait... Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'était Sangoku qui accueillait les gens et tout, c'était charmé quoi. Donc il joue le jeu. Évidemment, on aimerait qu'il fasse toujours plus. Après, on a aussi un grand espoir de Grand Paris qui aura lieu un jour. Ah oui, le Grand Paris, qui devrait rajouter des trains qui accéderont. Oui, il y a une nouvelle ligne de métro qui doit arriver là-bas. Hein, oui. Un jour, voilà. C'est plutôt 2030, alors du coup, ce sera le combienième de Phoenix à ce moment-là? Il est censé être en 2024 hein, pour les Jeux Olympiques. Ouais. Donc, moi j'ai vu 2030, mais peut-être que c'était parce que j'ai vu une date très réaliste, je sais pas, je réalise pas. Les Jeux Olympiques sont en 2030? Non, en termes de les Français sont-ils capables de construire à cette vitesse-là? C'est ça. Voilà, c'est plus ça. En fait, moi j'ai grandi à côté d'un tramway qui n'a jamais existé et il a existé 10 ans après que je sois partie de chez ma mère, et alors qu'il était annoncé quand ma mère a emménagé dans cette maison, c'était annoncé, il y a le tramway qui arrive cette année les gars. Ouf. Ah ouais, il est arrivé à peu près 15 ans plus tard, donc c'est à cause du Covid. Car il est capable de retourner dans le passé. C'est horrible cette maladie, c'est vraiment l'enfer. C'est un virus mutant, pourquoi il n'aurait pas le pouvoir de retourner dans le passé? C'est à cause de lui. Alors que j'aurais pu vivre avec un tramway à portée de main. C'est terrible. J'ai vu une remarque passer dans le chat et ça m'a fait penser qu'il y a plein de gens qui ne savent pas pourquoi à Japan Expo, parce qu'en fait c'est pas de votre fait, hein, mais à Japan Expo, très souvent quand les gens veulent se restaurer, acheter à manger ou à boire, ils ont malheureusement l'obligation de payer des prix exorbitants. Et en fait, alors ok, il y a les stands vraiment genre de nourriture japonaise avec des onigiri, etc. Mais il y a aussi les stands vraiment tout simplement de Viparis. Et du coup, eux, ils ont des tarifs vraiment élevés et c'est pas vous. On est d'accord? Ou c'est pas ça? Aucun restaurant n'est contrôlé par nous. On encourage les contenus, c'est-à-dire qu'on encourage à ce qu'il y ait les choses japonaises, sinon il n'y en aurait pas du tout. Mais c'est une concession du parc des expos. Donc c'est une société extérieure qui gère tous les restaurants du parc, qui fait les prix qu'il veut. On se bat, on ne se rend pas compte, hein, parce que les prix peuvent paraître importants, mais on se bat pour que ce soit moins pire. Et on se bat aussi pour que la qualité soit un maximum au rendez-vous. On n'est pas toujours vainqueur, mais c'est vrai qu'on limite la casse, quoi. Et puis on
Ouais, on n'a vraiment aucune prise sur ce qui se passe en restauration. On aimerait bien. Après, il faut être conscient de plusieurs choses. Oui. Ils ont des coûts d'infrastructure qui sont relativement importants et en termes d'hygiène, etc., c'est de pire en pire. Et c'est des restaurants qui, quand ils cumulent tous les jours d'ouverture qu'ils ont, en cumulant les heures d'ouverture de salon et de montage aussi, parce que pendant le montage, ils ouvrent un petit peu pour les exposants. Ils ouvrent grosso modo 90 jours à l'année. Donc forcément, ça donne un modèle économique qui est différent du restaurant d'à côté de chez vous qui va pouvoir faire le repas à 15 €. Et c'est vrai qu'ils ont des contraintes en termes de fraîcheur des aliments, etc., qui sont assez lourds. Et donc du coup, de base, ça fait déjà un niveau de coût important. À ça, tu rajoutes qu'effectivement, ils payent une redevance au parc des expositions pour l'utilisation. Et puis voilà, donc du coup tu te retrouves quand même à avoir différents coûts importants qui s'ajoutent et qui font que là où ils pourraient effectivement en temps normal peut-être te vendre le sandwich à 5, le sandwich il va être à 8, 10. Mais après ça n'excuse pas tout. C'est vrai que il y a des prix importants, mais c'est vrai sur tous les salons parce que où vous alliez c'est quasiment toujours la même chose. Mais on gère aussi à Marseille la restauration. Et à Marseille, là, c'est plus libre. Donc, nous, on décide de qui on peut faire venir en termes de restauration sur Marseille. Mais on voit bien que derrière, pour s'assurer que les gens sont en règle avec la loi, avec l'hygiène, la sécu, etc., c'est quand même assez lourd. C'est un travail de fond. Et le risque est hyper important. Hein. Voilà. Parce que comme ils achètent des produits en général frais quand même, d'un jour sur l'autre, en fonction des variations de population, ils peuvent se retrouver avec des produits sur les bras parce que ils attendaient tant de repas, ils en ont fait un peu moins, ou pire, ils en font plus, donc ils sont obligés de prendre sur la nourriture du lendemain. Mais du coup, le lendemain, comme ils restockent, ils sont obligés d'acheter plus. Donc, ils passent leur vie à gérer pour ne pas gâcher. Et c'est un vrai challenge, quoi. Faut pas... Rappelons qu'à Japan Expo, on a le droit de ramener sa propre nourriture, sa propre boisson. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des espaces, il y a des grandes tables. Voilà, les gens peuvent aussi ramener d'eux-mêmes. On a des espaces restauration qui sont à la fois disponibles pour les gens qui achètent sur place, aussi bien que pour les gens qui n'achètent pas sur place. Donc ça, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'effectivement, à part certains billets, quand vous êtes dans le festival, vous ne pouvez pas sortir. Ou alors, il faut racheter un billet parce que la logistique de je ressors, je rentre, etc. est beaucoup trop compliquée. On l'a abandonné depuis 2004. C'est une expérience assez douloureuse au CNIT. Donc ça, c'est plus possible. Mais par contre, vous pouvez venir avec à boire et à manger dans votre sac à dos. Personne ne vous en empêchera. Loin s'en faut. Et puis, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert tous les espaces extérieurs. Donc maintenant, si vous voulez aller pique-niquer, généralement en juillet, il fait très beau. Vous avez plein de places partout pour vous poser et manger dans un coin, quoi. Du coup, je rappelle juste que justement par rapport à la billetterie de Japan Expo, il y a les billets normaux bien évidemment, mais il y a aussi des espèces de badges qu'on peut acheter. Alors j'ai oublié les passes zen, c'est ça, c'est les passes zen et les passes. J'ai oublié les noms. Il reste juste les zen, effectivement, il reste que et les zen. zen plus qui sont des billets zen qui ont accès, par exemple, le zen plus confort a accès à un lounge et à un endroit pour déposer ses affaires, etc. Eux peuvent entrer et sortir de la convention, par exemple. Eux peuvent entrer et sortir parce qu'effectivement, ils sont badgés. C'est-à-dire que pour éviter toute fraude, ces gens-là, ils sont obligés de nous fournir une photo. Et donc, quand ils sortent, on vérifie que la personne qui a le badge autour du cou correspond à la photo. Et quand ils rentrent, on vérifie qu'il correspond toujours à la photo. Limite le nombre de badges qu'on est capable d'émettre. Parce que vu que tout le monde est contrôlé, on ne peut pas généraliser. Avant que quelqu'un le demande sur le chat. C'est pas parce que ça existe dans un environnement qu'on est capable de le faire. Et un point sur la restauration, parce que je voulais en parler avant qu'on passe à autre chose, c'est on nous a souvent dit pourquoi vous chauffez l'eau. Alors en fait, on ne chauffe pas l'eau des robinets, c'est juste qu'on est en juillet et que je ne sais pas si vous avez remarqué chez vous, mais du coup la tuyauterie, quand il fait chaud, elle chauffe et donc l'eau qui sort des robinets est chaude. Et effectivement, il n'y a pas de dispositif, mais je pense pas que ça existe nulle part, pour refroidir l'eau du robinet, pour que l'eau qui serait disponible dans les points d'eau soit fraîche et que vous puissiez remplir votre bouteille. On ne fait pas exprès de mettre de l'eau chaude dans les robinets pour que vous achetiez les bouteilles fraîches au restaurant. Je suis impressionnée qu'on vous ait accusé de ça. La tuyauterie chauffe en été.
On vous a vraiment accusé des pires choses quand même. Un sac à dos avec une poche d'eau en fait, et c'est très pratique et on boit avec un petit tuyau. Ma fille adore, c'est très pratique. Je vous le recommande. Je vois que Marcy est équipée pour partir à la grande aventure. Mais moi, le elle vient à Japan Expo. depuis qu'elle a 2 ans, ouais, un an ou 2 ans, je la ramène à Japan Expo. Ça fait 30 ans qu'elle vient alors, dis donc. Je suis vachement. Il a eu très tard. Non mais plus sérieusement, oui. Je sais pas si elle s'en souvient, je suis un peu triste parce que la dernière fois elle avait 4 ans, donc je me dis, bon, j'espère qu'elle a quelques petits souvenirs là. Là, faut vite revenir s'il vous plaît, parce que je serais triste qu'elle se souvienne plus de ces grands moments de Japan Expo. Il faut s'équiper quand on vient à Japan Expo. C'est un peu comme si on partait en randonnée. Hein, donc, faut pas hésiter à avoir à boire, à manger, la casquette, le ventilo, l'éventail, les bonnes chaussures, vêtements confortables, la bombe déodorant. La technique. Et c'est bien pour les organisateurs, quand on gère les files d'attente, on est content que vous ayez pris une douche. Le spray aussi, ça fait partie de l'ambiance. Mais oui, il faut. Enfin, c'est comme un festival de musique ou. Enfin voilà, faut pas croire. Mais et surtout la chaleur. Alors 14 juillet, ça va pas faire plus chaud. Je sais pas si vous avez regardé un peu les statistiques de météo. Qu'est-ce qui se passe un 14, 17 juillet en général? Il fait moins beau que début juillet. Donc, Ah ouais. Maintenant, les périodes caniculaires là, en général, c'est plutôt sur le mois de juin. Oui, c'est vrai. Donc on devrait. On n'a pas encore fait, ceci dit, une vraie canicule pendant le festival. Par contre, les chutes du Niagara, je me souviens très bien. Hein. La pluie qui tombe dans les stands et tout. Oui, on a fait... nos lives s'en souviennent. C'est un souvenir de gens qui connaissent. Le lendemain, on revient, on fait le stand est noyé, on fait comment c'est les catastrophes qui sont produites. Voilà. On pagaie. Truc terrible. J'ai vu passer sur le chat une question par rapport au prix des billets. Du coup, j'aimerais bien vous la reposer, mais alors juste avant d'aborder le thème de la tarification, justement de l'entrée à Japan Expo, je voulais juste revenir sur un petit détail que moi j'avais vraiment beaucoup aimé, qui n'a pas encore été abordé ici. C'est l'évolution, on en parlait très très vaguement, du coup de comment accueillir les familles. Et je sais qu'il y a quelques années, ça a commencé à être instauré des coins pour changer les bébés, etc. C'était pas le cas du tout avant. Du coup, en tant que parent, j'étais très contente. Et vraiment très très cool, parce que même de base, le staff est gentil quand il y a des enfants et tout. Par expérience, hein, c'est vraiment une expérience très perso. Il n'est pas gentil quand il n'y a pas d'enfants. Ça dépend. Je vais donner des noms, c'est genre l'horreur. Non, mais ils sont plus conciliants sur certaines choses, etc. Et c'était cool parce que du coup, moi, je suis venue avec mon enfant à la dernière Japan Expo en date. Et tout comme Marcy, c'était des grands souvenirs pour mon fils. Moi, il s'en souvient encore. Hein. Moi, il m'en parle encore. Il me dit, il n'y a pas encore Japan Expo cette année? Lui, il se souvient, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, où il y a de la musique. Il danse au milieu, voilà, comme ça, de presque rien non plus. Il n'a pas besoin de grand chose. Ça l'amusait beaucoup. Il aimait beaucoup Japan Expo, alors qu'il a vu, je crois, 0,3% de l'événement. Ouais, pareil. Donc ça promet. Mais du coup, pour revenir sur le thème des tarifs, quelqu'un qui demandait pourquoi les billets de Japan Expo augmentent-ils d'année en année? Alors déjà, ils n'augmentent pas d'année en année. Parce que là, il y a 2 ans, il n'y a rien eu. Donc c'est pas possible, ça marche pas. Tac. Ah oui, alors ça, si on compte carrément les années où on n'a pas lieu, ça c'est bon. Non, les tarifs, ils ont augmenté. On a fait une augmentation importante en 2019, enfin importante. Ah, on l'entend plus. Ouais, je pense que c'était le bip. Ouais, il y avait un bip qui disait il n'y a plus de batterie, mais il fallait le charger ce matin. Ah, là, on t'entend? Je suis revenu. Il est revenu. Okay. Ça veut dire que le casque est peut-être bientôt out. Donc non, oui, on a effectivement augmenté nos tarifs au travers des années, mais pas d'année en année, parce que je regardais encore entre 2016 et 2018, donc 2016, 2017, 2018, c'est les mêmes tarifs. Tu vois. Donc on a fait une augmentation en 2019 pour les 20 ans aussi, pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que chaque année, on avait agrandi le festival, on a augmenté le nombre de scènes, etc. Donc, c'est vrai qu'on propose toujours plus de choses et que le tarif n'avait pas forcément évolué de la même façon. Quand je regarde, toi, sur 10 ans, on est passé de 9 scènes à 21 scènes, quand on prend toutes les scènes et salles d'activité.
Et quand tu vois une scène comme la salle Yuzu, qui est celle où on faisait les avant-premières, les nocturnes, avec un écran géant de 16 mètres de large, etc. C'est une scène qui coûte énormément d'argent, parce que c'est une scène qui, quand on prend tous les coûts techniques, techniciens, location des machins, c'est quelque chose qui coûte entre, ça dépend des années, mais entre 600 et 800 000 euros, quoi, déjà. Bon, donc, quand on rajoute une scène comme ça, c'est un budget assez conséquent. Et puis, on s'est quand même aperçu d'un truc un peu important, c'est que dans l'univers des salons, on n'était pas si cher que ça. Et qu'on avait même beaucoup de retard, par exemple, par rapport à certains concurrents. Et ça nous a posé préjudice avec certains invités musicaux, par exemple, qui effectivement nécessitent des cachets importants, et qu'on n'est pas capable de proposer la même chose qu'un Anime Expo. Mais quand tu regardes, bah, effectivement, là où nous, on a un billet à 20... Allez, en moyenne, on va dire 20 euros la journée, eux, ils ont un billet en moyenne plutôt à 40 ou 50 $. Ah oui. Et donc, du coup, on s'est aperçu que grosso modo, le revenu de billetterie que nous avions, alors qu'on avait facilement 40% de plus de visiteurs, on gagnait moitié moins d'argent qu'eux. Alors, le marché n'est pas le même, le niveau de vie n'est pas le même, etc. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on va multiplier par 2 les tarifs. Mais effectivement, à un moment donné, on ne peut pas continuer à investir dans les activités, dans la surface, dans tous ces trucs-là, et ne pas trouver un moyen de le financer. Donc, pendant longtemps, on a eu de plus en plus de stands, eu de plus en plus de gens. Et puis, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, bon, bah, est-ce qu'on continue? Parce que 250, on peut viser les 300 000 visiteurs, on peut avoir plus de stands. Et on s'est dit, bah, non, en fait, on préférerait rester sur un nombre de gens cohérent. C'est-à-dire que gérer 250 000 visiteurs, c'est déjà un énorme travail. Et puis en logistique, et puis en confort pour les gens. Donc, on s'est dit, on préfère revoir un peu nos tarifs, quitte à ce qu'on perde un petit peu de gens, parce que quand ça passe de 12 à 14 euros ou de 22 à 25 euros, peut-être qu'on va en perdre. Mais du coup, si on n'a plus que 220, 230 000 visiteurs, c'est pas grave, l'expérience restera bonne, et ce qu'on veut, nous, c'est quand même proposer quelque chose de qualité. Mais on ne pouvait plus, parce que là, en fait, on finançait pendant plusieurs années, le développement, il ne s'est pas vraiment financé par des chiffres d'affaires de plus en plus importants, et on perdait de plus en plus de marge, en fait. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, quand tu investis ta marge d'une année sur l'année d'après, et que plus ça va, moins t'as, tu peux plus faire grand-chose. Et puis, il faut bien voir que tous les coûts qu'on a, ils augmentent chaque année. Grosso modo, si on prend le parc des expositions, il y a une augmentation de base qui va être genre 3%, et il y a des années où c'est 5%, 10%, etc. On a regardé, nous, les coûts, et on s'est aperçu qu'entre 2006, quand on est arrivé, et puis 2018, grosso modo, Villepinte, au mètre carré, on va dire, nous coûtait quasiment 3 fois plus cher. Ah ouais. 3 fois plus cher, et sauf que quand on regardait nos tarifs, on avait nos tarifs de billetterie, on les avait augmentés. Ils étaient un petit peu moins de 2 fois plus chers, on va dire, ou quasiment 2 fois, on va dire 2 fois, de l'autre côté 3 fois. Donc à un moment donné où on avait compensé, parce qu'effectivement on est passé de 80 000 personnes à 250 000 personnes, mais comme on voulait faire toujours plus, et puis que sur scène, on a habitué les gens, alors du coup quand ils viennent, les exigences sont de plus en plus importantes. On se retrouve à construire des scènes, là, je sais pas moi, si je dis des chiffres un peu larges, peut-être que la scène principale, quand on était en 2006, elle nous avait coûté 30 000 euros. Aujourd'hui, la scène Ichigo, surtout la dernière version qui était à plusieurs étages, 300 mètres carrés, là, pour pouvoir accueillir le ballet Dragon Quest notamment, c'est une scène qui vaut 800 000 euros, quoi. Wow. Et donc, du coup, c'est une scène qui tourne 4 jours non-stop, parce qu'on commence les répétitions à 8 h, les techniciens arrivent à 7 pour tout préparer, il y a des répétitions jusqu'à 23 h minuit, et puis on a le montage avant, on a même le mercredi en répétition, donc c'est un barnum qui tourne en permanence, quoi. Et donc, du coup, il y a les coûts techniques, il y a les coûts humains, etc. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, il faut bien voir aussi, par rapport peut-être à certains de nos concurrents, c'est que le staff à Japan Expo, parce que tu disais certains sont sympas, j'espère que la plupart sont sympas, c'est pas loin de 500 personnes
en gilet, hein, je parle pas les agents de sécu, tous les gens d'accueil à côté, c'est autre chose, mais juste les gens qui sont avec le gilet rouge, bleu ou vert ou noir, ça c'est pas loin de 500 personnes. Et ces gens-là, il n'y en a pas un qui vient bénévolement, c'est que des gens qui sont rémunérés. Et donc, c'est des gens qu'on paye entre le SMIC ou beaucoup plus. On a des prestataires extérieurs, que ce soit des spécialistes en technique, que ce soit des animateurs. Tous ces gens-là, ils sont rémunérés. Donnez les sous. On donne des défraiements pour que certaines associations viennent. On paye des cachets à certains artistes. Si on ne paye pas des cachets, on va prendre en charge tout leur voyage. Donc, quand tu fais venir un artiste, tu as peut-être un dessinateur, mais il va venir avec sa femme, sa fille, son manager, l'éditeur, etc. Et du coup, tu fais venir un mangaka, mais c'est 8 personnes que tu fais voyager, souvent en business et un petit peu en éco, parce que du coup, l'artiste, sa femme et sa fille sont en business et éventuellement les autres, tu les mets en éco. Mais du coup, ça fait des coûts relativement importants. Et quand on fait venir des gens comme l'équipe de Cowboy Bebop, exemple, comme on a fait les 20 ans, on s'est dit on va avoir Kawamoto, on va avoir Minami, et tu te retrouves avec 5 invités, avec les +1, avec le manager et voilà. Et du coup, à la fin, c'est des coûts relativement importants. Là, j'ai pas les statistiques là-dessus parce que je me suis dit, tiens, d'ailleurs, qu'il fallait qu'on les fasse, hein, Thomas. Mais le nombre d'invités, parce que quand tu as 9 scènes en 2011 et quand on a 21 en 2019, forcément, tu as besoin de beaucoup plus d'invités pour les remplir. Alors, ça n'a pas fonctionné vraiment comme ça. C'est qu'on avait tellement de demandes de gens qui voulaient venir qu'on a fait des scènes en plus. Mais c'est ballot. Mais ça coûte des sous. Et je parle des scènes. Si je prends les salles de dédicaces, je regardais. En 2011, on avait 4 salles de dédicaces qui tournaient en permanence. Et là, cette année, en 2019, on en avait 12. Donc, et ces dédicaces, toutes les heures, on change, etc. Tout le temps. Il y a, je crois, 15 minutes de battement entre chaque dédicace. Mais, Et tout ce dont Jean-François parle, là, c'est ce qu'on voit. Hein. Parce que derrière, on a aussi un petit hôpital de campagne hein, quand on accueille 250 000 visiteurs. Je sais plus, je crois que tu sais combien on a de médecins, mais c'est ça varie selon les années entre 20 et 40 infirmiers médecins qui sont présents tout le temps. Et puis quand tu fais une nocturne, tu dois les prolonger. Et on a des médecins de l'informatique aussi. Voilà, il y a toute l'informatique, il y a toute la sécurité, enfin il y a toute une machine derrière qui est là la presse, pour faire en sorte. Oui, alors la presse, on la paye pas. Hein. Non, mais elle nous coûte des sous, Thomas. C'est ça qui en espace pro et tout ça. Pardon? Je disais à l'espace enfant. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'animateur ici. Il doit y avoir un surveillant ou animateur dedans. Oula, non. Il y en a beaucoup plus que ça parce qu'il y a des législations. C'est le problème de l'espace enfant. C'est pour ça qu'on n'en a pas tout le temps. C'est que l'espace enfant, c'est très encadré. C'est-à-dire que si on veut 10 enfants, il faut tant d'encadrants. Oui, j'ai vu. J'ai voulu y aller. J'ai regardé un petit peu. J'avais fait. Moi, je regarde un petit peu tout ce qui se passe dans Japan Expo pour faire le récap dans Mangacast. Enfin, je le fais plus, mais je le faisais avant. Et donc, effectivement, je m'étais vachement renseignée sur cet espace enfant qui m'avait beaucoup intéressé au début. Et j'ai un peu abandonné parce que les conditions étaient dantesques et je me suis dit ouf. Mais ça doit être pratique. J'ai vu des parents mourir là-bas. Mais voilà, après, il faut vraiment comprendre par rapport aux artistes que tous les moyens là qu'on génère en mettant les prix qu'on met pour les billets, c'est tout ce qui va nous permettre de faire des offres qui seront en concurrence avec ce qui se passe ailleurs. Parce que les artistes, eux, ils sont invités partout. Donc, ils regardent partout. Donc, il y a des moments où on se retrouve avec des choses pour nous qui étaient complètement déconnectées. Parce que comme de l'autre côté, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils leur font des offres où et on a de la chance. Parce que comme Paris, c'est attractif, comme Japan Expo, c'est là depuis longtemps, et que pareil, c'est attractif, pour la promo, c'est bien, voilà. On arrive à limiter, mais on s'est vraiment retrouvé avec des choses qui nous sont passées comme ça, alors que c'était franchement intéressant, juste sur des histoires d'argent. Et que tous les moyens qu'on rassemble via la billetterie, aujourd'hui, on peut... Enfin, c'est tout fait pour améliorer le festival en volume, en quantité, mais aussi en qualité. Tout ce qui a été dit sur les scènes, tout ce qui a été dit sur le nombre d'invités. Enfin, moi, j'ai quand même été voir un avionneur qui m'a dit au bout d'un moment, mais louer un avion.
Ouais, bah oui. Mais ouais, mais en fait, mais carrément. Non, le problème c'est que nous on peut pas décider des heures de mais départ oui, et c'est de vrai. retour de tout Ouais, le bah monde. oui, trop Mais complexe. la Mais c'est vrai base, que l'idée était pas mauvaise. quand on leur a dit voilà nos besoins, les mecs ont répondu bah, prenez un avion, t'es là-bas où Bah oui. Petite question d'ailleurs par rapport au L'avion de la voyage. CFA. Alors, pas les invités japonais, mais donc il y a un espace culture japonaise qui est mon espace préféré où je passe tout mon temps et où je fais tous mes streams là-bas. Avec le wabi-sabi, c'est ça? Voilà, où je discute avec tout le monde. On peut faire plein d'activités, c'est super. On en apprend beaucoup sur la culture du Japon, sur des... Alors, c'est pas l'endroit où il y a le plus de monde parce que bah, c'est très pointu, puis parfois c'est très cher parce que c'est beaucoup d'artisanat. Ces gens-là, comment ils sont choisis? Et est-ce que c'est eux, ils viennent à leurs frais en France pour proposer du coup leur artisanat à Japan dans Expo? l'espace Wabi-Sabi? Oui. Ça s'appelait Oui, comme ça c'est l'espace Oui, oui. traditionnel, c'est ça? C'est l'espace qui est à côté de la scène Sakura. À côté de Sakura, voilà. Merci. On a un partenaire au Japon qui sélectionne et qui nous propose un ensemble d'animations et d'artisans. L'année dernière. La dernière édition, il en a fait venir 80 des artisans. Oh là là. Nous, on leur offre l'espace. D'accord. Parce Oui. que ce sont des artisans, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Même si ce qu'ils vendent peut être cher, c'est pas des gens qui vendent des quantités. Ah bah non, je pense qu'à donc Japan Expo... voilà, donc nous, on leur moi offre... j'achète tout ce qu'il y a, mais... Et ben, c'est grâce en partie à toi. Non, après, ils vendent bien, ils sont contents. Mais ça reste pour eux Enfin, voilà. Ils n'auraient pas les moyens d'acheter un stand à Japan Expo puis de se déplacer du Japon. Et de l'autre côté, notre partenaire les aide à obtenir des subventions du gouvernement japonais pour aider au financement de leur venue. Parce que le stand, finalement, ce serait presque un détail dans le budget de la venue d'un artisan. Parce qu'il vient, lui, on parlait de femmes et enfants et tout ça, mais lui, il vient sans doute accompagné, mais en plus avec son stock, en plus avec ses... c'est titanesque, quoi. Et c'est une logistique qui est hyper importante. Mais aujourd'hui, entre ce que nous, on fait comme effort pour les accueillir et ce que notre partenaire japonais met en place depuis le Japon pour les envoyer, on réussit à mobiliser... Puis ils reviennent d'année en année. Donc... Alors, pro type, si les gens veulent discuter avec des Japonais et peut-être vraiment discuter, ils parlent japonais et il y a des traducteurs qui se baladent et qui aident notamment à faire les factures et autres et qui sont adorables et ça se passe plutôt bien. Bon, moi ça va parce que je me débrouille à peu près en japonais. Mais vraiment, moi de tous les contacts que j'ai pu avoir à Japan Expo, je les ai quasiment tous gardés, notamment sur Instagram. Donc on discute sur Instagram encore aujourd'hui, des années plus tard. Je leur montre ce qu'est devenu l'objet que j'ai acheté, où est-ce que j'en ai fait, etc. Donc parfois je prends des photos avec. Donc c'est vraiment, si les gens veulent découvrir la culture japonaise, je les encourage beaucoup. C'est vraiment l'espace que j'adore. Et parfois ça me rend un peu triste parce que c'est pas celui où les gens vont se précipiter, effectivement. Il est de plus en plus rempli. Il est de plus en plus rempli. Les rares fois où je passe par là, pour aller d'une scène à l'autre, c'est rempli. Ils ont peur des prix, ils ont peur parce que c'est de l'artisan, mais il faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui parlent justement avec les gens. Moi, j'ai vu que c'était un espace assez ouvert justement à la discussion. Et par contre, j'ai jamais le temps d'aller acheter des trucs parce qu'en général, je suis très occupée à Japan Expo. Mais oui. Après, en dehors de la sphère, on va dire, animé, manga, geek, le meilleur moyen de toucher du doigt la culture japonaise, c'est de parler à ses artisans, parce que eux, ce sont des personnes qui sont vraiment impliquées dans l'art culturel au Japon. Enfin, je veux dire, c'est en général des pointures, c'est des mecs qui sont... Je dis des mecs, mais c'est... générique, parce qu'en plus il y a beaucoup de femmes dans les artistes. Mais je suis fatigué, voilà. Mais ces gens sont vraiment hyper pointus, hyper passionnants, effectivement, et ils ont envie de parler. C'est-à-dire qu'ils viennent autant parce qu'ils ont plein d'espoir de développement pour l'avenir, mais avant tout, ils adorent partager ce qu'ils savent faire, en fait, leur passion. Et je sais que moi aussi, pour en avoir croisé un petit peu, alors pas sur le festival parce qu'on a peu de temps, mais ils sont fascinés qu'il y ait des Français qui aient envie de savoir comment on fait tel truc, comment on martèle le métal, comment... Ouais. J'ai une toupie japonaise traditionnelle, en édition limitée, tout ça, et on en avait vachement discuté. Il m'avait dit, mais vous n'avez pas des toupies comme ça en France? Je dis, non. Alors c'est les toupies que elles sont pas pareilles, c'est celles qu'on entoure avec un fil et qu'ensuite on jette avec le fil, etc.
Et je disais, bah non, ça n'existe pas en fait. La plupart des gens qui passent devant du stand, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train de regarder en fait. Et donc, il avait fait des démos et tout. Il disait, voilà, vous voyez la petite corde là, donc on fait comme ça et tout ça. Et nous voilà en train de. Alors, il faut savoir que ces toupies sont hyper lourdes. J'ai cru qu'on allait casser des trucs. Je me suis dit, attendez, on va blesser des gens et tout ça. Donc, place, s'il vous plaît. Mais c'était super souvenir. Mais oui, on avait discuté peut-être pendant 2 heures sur les toupies au Japon quand même. Et c'est un excellent souvenir. Moi, j'ai 2 questions. Alors, c'est des questions un peu pas problématiques, mais je sais que c'est des questions sur lesquelles les gens en général, ils sont un peu enfin, c'est un peu délicat. Il y a la première question qui est celle, vu qu'on parlait des tarifs, je me disais que c'était bien d'en parler un peu, parce qu'on a parlé du prix des billets. Mais on n'a pas parlé du fait que, justement, comme vous proposez de plus en plus de contenu et que parfois c'est difficile avec des problèmes d'argent, du coup, tel truc qui s'est pas fait, vous avez commencé à proposer des événements en soirée avec souvent une tarification spéciale en plus du billet d'entrée à Japan Expo pour ça. Mais on peut y aller juste sans aller à Japan Expo aussi. Voilà, mais c'est pas. Alors, et ça, je sais que ça fait un peu. Je suis pas tout à fait raccord avec toi là-dessus, Caroline, parce que souvent des tarifications en plus. Parce que les gens l'ont interprété comme ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'était. Peut-être que les gens le comprennent comme ça parce qu'on n'est pas bon en communication. Mais, mais quand même, en fait, sur les années qui viennent de passer, le seul événement qu'on a fait en payant en plus, c'est la Nissan Festa. D'accord. Il n'y avait pas eu le concert de Naël Band aussi? Ah bah alors, excuse-moi, le concert de Naël Band et de Nicolite Orchestra aussi. Pour les 20 ans, effectivement, on a fait 2 soirées payantes. Mais c'est mes souvenirs. Tu m'accorderas que 2 soirées sur 4, ça fait pas souvent. Et puis 2 soirées sur 20 ans, ça fait pas tant que ça. Non, j'ai pas dit que ça faisait beaucoup, mais justement, c'est mon dernier souvenir. Et en fait, ça va faire le lien avec avant. Effectivement, aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on a prévu une augmentation. Et à un moment donné, on s'est quand même dit, bon, si on veut faire d'autres choses, ça va coûter plus de sous, mais on va pas forcément répercuter ça sur la billetterie générale. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y a certains événements qu'on ferait avec un tarif supplémentaire, un billet complémentaire, parce que justement, si on l'intégrait dans le coût de tout le monde, on allait augmenter peut-être de, je sais pas, 50 centimes les billets de tout le monde, alors qu'il y a peu de gens qui veulent en profiter. C'est par exemple, là tu parlais de Anisong Festa et Nicolite et Naël Band, mais on a aussi eu les Bioman. On voulait, pour les 20 ans de Japan Expo, faire un truc un peu exceptionnel. Donc on a réuni les 5 Bioman plus le cascadeur. Sauf qu'effectivement, on s'est dit, ça va, c'est un projet qui a un budget important. C'est pas forcément quelque chose qui va intéresser tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a fait des tarifs spécifiques avec effectivement les séances photos, un peu comme avec les acteurs américains, où effectivement, si tu voulais te faire prendre en photo, fallait acheter un billet à part, parce que ces gens-là, ils se déplacent du Japon, pas tout seuls. C'est des acteurs, donc quand ils viennent sur les salons, ils nécessitent un cachet. Et puis voilà, et ça paraît logique. Et puis, c'est des gens qui viennent, ils travaillent, tu vois. Parce qu'on parlait de rémunération, mais même quand on prend au début de Japan Expo, quand on avait le plaisir d'avoir des comédiens de doublage, ils venaient pour nos beaux yeux. Aujourd'hui, il est normal que, comme on est une entreprise qui fonctionne, ces gens-là soient rémunérés. Donc, les comédiens de doublage, quand ils viennent à Japan Expo, ils touchent un peu de sous. C'est pas que avec les Japonais. Mais du coup, effectivement, ces trucs en plus, qui ne sont pas si nombreux que ça. J'ai jamais dit qu'ils étaient nombreux. C'est toi qui insistes. Ça dit souvent. Ah, j'ai dit souvent. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir dit souvent. Mais c'est parce qu'en fait, il y avait d'autres concerts avant, mais il y a longtemps. Ils en parlent là sur le chat. On avait fait Morning Musume, il y a les Berry il y avait Flo. Ouais. On avait fait Morning Musume, on avait fait Flo, mais enfin, ça date. Mais ça reste des événements complémentaires. Ça veut dire, si tu veux venir, si tu veux profiter de ce concert-là, tu achètes ta place de concert. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait aller juste à l'événement aussi. Voilà, et en plus, la plupart du temps, nous, on a quand même négocié avec eux qu'ils fassent des apparitions sur le festival en dehors de cet événement payant. Ça veut dire que pour faire en sorte qu'un maximum de gens en profitent. Et en plus de tout ça, il y a des événements qu'on a créés supplémentaires qui, eux, sont encore inclus dans le billet. Enfin, il n'y a pas... il y a des moments où il y a des projets qui nécessitent, vu leur ampleur, d'avoir une billetterie complémentaire. Et puis, quand on peut,
on fait ces événements de manière ouverte, quoi. Il n'y a pas un truc aussi systématique. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait justifiable vu ce que c'est en fait, puisque par exemple, dans le cadre de l'Anisong Festa, par exemple, c'est des artistes. Déjà, pour aller les voir rien qu'au Japon, ils coûtent 3 fois le prix du billet indépendamment. Du coup, moi, en tant que fan de musique japonaise, puisque je prends cet exemple précis, je trouvais que c'était pas très cher. Mais j'étais en tout cas dans un milieu où les gens se plaignaient facilement, beaucoup, trop. Et du coup, j'avais beaucoup d'échos négatifs et ça me faisait de la peine parce que moi, j'étais très contente qu'il y ait un événement comme ça qui se produise parce que du coup, c'est des artistes que j'adore. Je me dis putain, ils sont réunis sur une scène en France, c'est à la maison, mais c'est trop bien. Et bref, voilà, c'est juste pour qu'on puisse expliquer justement pourquoi il y a une tarification en plus, pourquoi c'est pas dans le tarif du billet, pourquoi est-ce que c'est du coup en plus le soir à un moment un peu différent et la scène elle était vraiment bien. Enfin moi qui ai vu le concert, qui assiste au concert, enfin les artistes ils se sont donnés à 200%, c'est des incroyables professionnels avec un talent fou. Si tu prends l'exemple d'Anisong Festa, c'est exactement la raison de la naissance de l'événement. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a dit la musique à Japan Expo, vous ne faites pas venir tel grand nom, tel grand artiste, etc. Sauf que, faut se rendre compte que quand tu veux déplacer, je me souviens encore quand on nous avait proposé TM Révolution, tout va bien. Et là, pour 30 minutes de concert, on dit bonjour, c'est 10 000 €. Tu fais oui. Il y a combien de personnes avec lui sur scène? On peut peut-être réduire. Ah non, ça c'est 10 000 € s'il est tout seul. Si vous voulez le groupe, il faut plutôt se compter 50 000. Voilà. Et donc, on a lancé Anisong Festa en se basant là-dessus, pas en se disant chouette, on va faire plein de thunes avec, mais justement en se disant ces événements là, on aimerait bien les faire. Le seul moyen de les faire, c'est de proposer des concerts payants. Parce que si tu payes 10 000, 50 000 € pour que quelqu'un vienne, tu peux pas le rentabiliser sur ta billetterie. Ou alors tu vas fortement augmenter tes billets. Et là, les gens pourront dire oh là là, Japan Expo, les billets, ils sont chers. Donc du coup, on est obligé de faire des concerts à part parce que justement, c'est un peu le seul moyen de convaincre certains artistes, parce qu'il y a certains artistes qui viennent pas à Japan Expo pour la promotion, si tu veux. On a beaucoup d'artistes qui viennent pour se faire connaître, etc. Donc, ils ont pas de cachet ou peu de cachet. Et il y en a d'autres où ça sert à rien. Si tu veux les faire bouger du Japon, il faut mettre une carotte, quoi. Et donc, du coup, effectivement, en faisant Anisong Festa, ça nous permet d'avoir l'excuse pour faire un concert payant, etc. Et comme tu le disais, quand tu prends un des artistes d'Anisong Festa, généralement le billet il est à 10 000 yens, donc tu en as pour 80 €, alors que là tu en avais 4 pour moins cher que ça. C'était 35 je crois, non, c'est ça? Ou 45, je sais plus. Alors il y avait différents tarifs. En fonction de ce que tu voulais, parce que tu avais, je sais plus, les premiums et les normaux. En fait, on avait fait deux tarifications comme ça, avec des t-shirts et autres inclus. Mais du coup, c'est vrai que quand tu prends Angela, quand tu prends Miwa, etc., c'était un moyen aussi de les avoir, et ils acceptaient dans le deal de ne pas faire une apparition que au concert. On les a eus en conférence, on les a eus en dédicace. Et tout ce qui va avec. Voilà, et la plupart sont passés sur Tsubame pour faire un petit showcase pour dire coucou, vous aimez cette chanson-là, retrouvez-en encore plus au concert. Et donc, du coup, c'est un moyen d'attirer des artistes plus importants. Qui ne sont pas en train de chercher de la notoriété à l'étranger, etc., et qui du coup ne vont pas vouloir se déplacer juste pour l'aura Japan Expo. Et donc, tu leur proposes un deal comme un tourneur avec un vrai modèle financier, parce que c'est des gens qui touchent un cachet, et puis si on fait un certain nombre de spectateurs, on leur met un complément, parce que on fait un truc proportionnel. Voilà. Et c'est ce deal-là. Et c'est pour ça qu'on a lancé Anisong Festa. C'est aussi pour ça qu'on a dit la première année, ça a été un bon truc, mais on n'a pas atteint nos objectifs. C'est pas grave, on va le refaire, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps. Pour que les gens s'habituent. Mais tout peut pas être gratuit. C'est le principe. Donc 2022, il y a un nouvel Anisong Festa. 2020, il y avait un nouveau Anisong Festa. Ça sera juste pas les mêmes, vraisemblablement. C'est quand tu as des gens qui sont au top de leur carrière, tu es obligé de les motiver. Les mecs, ils sont sollicités dans le monde entier. On a de la chance, hein. On est passionné par l'animation japonaise, et l'animation japonaise, elle passionne le monde. La contrepartie, c'est que les mecs, ils te disent non, je peux pas, je vais en Amérique du Sud, ou tiens, je vais en Asie, je vais aux États-Unis. Quand on leur parle, ils sont vraiment sollicités de partout.
Donc, soit on attend qu'ils perdent en notoriété et puis un jour on les aura, parce que Japan Expo étant résilient, il sera là très longtemps. Soit on fait quelque chose d'un petit peu plus punchy et on fait un concert. Maintenant, il y a quand même à peu près rien d'anormal. Enfin, Jean-François disait tout ne peut pas être gratuit. Il y a quand même à peu près rien d'anormal d'aller à un concert le soir en payant, quoi. Surtout qu'on reprécise, on peut aller à l'événement sans passer par Japan Expo. C'est juste qu'en fait, il y a une entrée différente. On n'est pas du tout obligé de rentrer dans le festival pour... Il faut bien suivre les flèches par contre, parce que je sais qu'il y en a certains qui se sont perdus dans le parc. Il y a des flèches Anisong Festacé par là. Jean-François, t'es un peu pixelisé. Je suis un peu pixelisé. Ouais. Tiens. Je crois qu'il est en train de se... C'est le phénix. C'est le phénix, il se prépare à s'enflammer. Je suis en train de sortir de la matrice. Peut-être tu peux couper ta caméra et la relancer. En fait, c'était un robot tout ce temps. Coupe la fenêtre et relance-la. Décidément, oui, je suis un être virtuel en fait. Excusez-moi, je reviens. C'est un effet spécial qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Là, bravo. Je suis mieux. Voilà. C'est Ottoman en fait. Ça, c'est pour les vieux. Alors... j'ai vu dans le chat juste un truc sur la billetterie. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui a utilisé un argument qu'on utilise régulièrement, c'est qu'effectivement, si vous comparez le prix d'une journée à Japan Expo au prix d'une journée à Disneyland, on est quand même très loin. Et je pense que vous ferez un peu plus que 4 attractions. Enfin, si vous le voulez, en tout cas, vous pouvez faire un peu plus que 4 attractions. Alors que si tu vas à Disneyland, parfois, quand il y a du monde, c'est pas la peine d'espérer faire plus de 4 attractions, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est une certaine logique. Certes, au début, on a commencé sur des tarifs pas chers et autres. Aujourd'hui, plus ça va, plus on veut attirer un contenu de qualité. Donc, il faut qu'on monte en gamme nos prestations. Donc, c'est pour ça qu'on parlait des scènes et autres. Et derrière, comme je le disais, comme on a pas l'envie d'avoir toujours plus de monde parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était pas forcément toujours vivable. On préfère avoir peut-être un petit peu moins de monde parce que les gens qui sont le plus proche de leurs sous n'auront pas la possibilité de venir. Mais si on est 220 000 fans au lieu de 250 000 fans, mais que du coup on peut se proposer un contenu toujours top, c'est ce qu'il faut. Mais le truc qu'il faut voir, c'est que historiquement, quand on est arrivé à Villepinte, il n'y avait pas de salon grand public à Villepinte. Donc on nous a accueillis avec des offres tarifaires avantageuses pour nous motiver à venir, pour qu'ils aient un salon grand public à Villepinte et qu'ils puissent montrer que les salons grand public, c'est pas réservé à Porte de Versailles. Au bout de 15 ans, cet effort d'accueil, il a disparu. Ça paraît un peu logique. Et du coup, nous, les conséquences, c'est qu'effectivement, derrière, ça nous coûte de plus en plus cher. Et puis, il y a aussi un autre truc qui a changé, c'est qu'au début, quand on faisait Japan Expo, il y avait moins d'invités, moins de programmation. Du coup, on pouvait être 6 à organiser ça. Okay, là, on est plutôt une quarantaine. Et une quarantaine de personnes à l'année qui ne se tournent pas les pouces parce qu'on est là avec Thomas et le fouet. Donc, ils travaillent toute l'année. Et tout ça, mine de rien, ça a un coût, tu vois. Et c'est vrai que c'est tout ça qui fait que... Et parfois, j'entends ça aux infos quand on dit il faut que le SMIC augmente. Il y a un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, j'ai pas de problème à payer les gens plus cher, mais au bout d'un moment, quand tes coûts augmentent, que tu payes tes gens plus cher, forcément, c'est le consommateur qui va payer un peu plus cher. Donc, à un moment donné, il y a une économie derrière qui est l'économie qu'on connaît un peu partout dans le monde. On vit avec ces paramètres-là et il faut les prendre en compte. Et sans vouloir faire d'apitoiement, mais c'est vrai que la dernière année, pour les 20 ans, on a voulu faire plein de trucs. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément fonctionné. Et on en est arrivé à, avec des prix qui avaient augmenté, quand même perdre un peu d'argent. Voilà. Donc même avec ces tarifs de billets, même avec les tarifs de stand, etc., on n'a pas gagné d'argent en 2019, ce qui était la pire chose à faire juste avant une pandémie mondiale. Mais bon, on ne le savait pas. Effectivement. Je voudrais revenir sur un des points qui du coup fait beaucoup parler aussi. Là, on sort des événements tarifaires. Hein. C'est plus une question du contenu, on va dire, à l'intérieur même du salon. Je réalise pas, moi, à titre vraiment personnel, quelles sont vos possibilités à vous en tant qu'organisateur, quel regard vous pouvez porter, quelles sont vos possibilités de limiter les produits non officiels à l'intérieur du festival, parce que je sais que d'année en année, on voit venir la douane qui vient et qui ferme des stands, parce que du coup, c'est des contrefaçons. Et en fait, le truc, c'est que je connais beaucoup d'artistes indépendants qui, du coup, sont dans votre partie petits artistes là.
et du coup qui voit et qui constate les stands qui ferment, etc. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'organisateur? Est-ce que vous avez des possibilités ou vous ne pouvez juste rien faire? On peut accompagner la douane quand ils viennent sur le festival. Bonjour monsieur la douane, c'est Et par là. encore, c'est limité, mais on peut les autoriser à entrer en fait, techniquement. Après, il faut que tu saches que tu définis par produit. Oui, T'as c'est dit ça. comment? Non. Des contrefaçons, des produits non officiels. Alors, non, il y a officiel, il y voilà. a les deux. Il y a contrefaçon et non officiel. Qu'est-ce qui est non officiel? Alors, Qu'est-ce qui est contrefaçon? Un produit qui est fait au Japon et qui est importé en France dans les valises des gens et revendu sur le festival, est-ce que c'est un produit de contrefaçon ou pas? Parce qu'il faut que le revendeur soit officiel aussi, c'est ça? Parce qu'il n'a pas été fabriqué pour être vendu sur le territoire français. Ah, donc il y a cette règle-là voilà. aussi qui existe, je ne la connaissais pas. Et il y a des produits contrefaits. Après, il faut pouvoir définir ce qu'est un produit contrefait. Et une fois que tu as défini ce qu'est un produit contrefait, il faut que toi, tu puisses démontrer que ça te porte préjudice. Donc en gros, c'est une démarche qui est dévouée exclusivement aux ayants droit d'un produit qui ont les moyens de solliciter la douane notamment. Hein. Ouais. Alors après, ils peuvent faire des constats avec huissier, ils peuvent envoyer les douanes, il y a plein de solutions qui sont très très longues et souvent très coûteuses. Nous, ce qu'on peut faire, parce que donc on n'est pas habilité à définir ce qu'est un produit contrefait et on n'a pas un préjudice direct commercial au fait que des produits soient vendus. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye déjà de partager avec les gens les conséquences d'acheter des produits contrefaits, parce qu'il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes dans la chaîne de création, puisque ça veut dire que l'auteur original, dont souvent les gens sont fans, n'est pas rémunéré sur le produit qu'ils ont acheté. Donc ça crée un ensemble de problèmes comme ça qu'on essaye de partager avec les gens. Et on essaye après d'accompagner un maximum toutes les actions qui sont menées contre les contrefaçons. Mais après, il faut savoir que le problème, il est vraiment épineux. Parce que, par exemple, ça fait des années qu'on essaye d'organiser une conférence un peu officielle, bizarrement, un peu officielle sur la contrefaçon sur le festival, avec des ayants droit, et personne n'est au rendez-vous. Hein. Ah. Donc, il y a vraiment un jeu très complexe sur la contrefaçon. Que les douaniers, c'est pas nous qui les faisons venir, c'est justement l'ayant droit. Donc si on prend Naruto, il y a Kana qui va faire venir les douanes en disant il y a tel stand là-bas qui vend des produits non officiels. Et l'avantage qu'a Kana, c'est que eux, ils ont la licence, ils peuvent prouver que l'exploitation de la licence Naruto, c'est eux pour le territoire français, que la personne en question ne fait pas partie des gens qu'ils ont autorisé à exploiter la licence. Et du coup, la douane vient pour vérifier tous les produits sur le stand pour voir qu'est-ce qui est produit officiel. Effectivement, alors il peut y avoir des imports du Japon, mais il faut que ça soit fait dans certaines conditions. Et puis, quels sont les produits officiels achetés auprès de l'ayant droit. Et tout le reste, voilà, on dégage. Mais du coup, c'est chaque personne qui doit venir pour sa marque. Donc, tu as Kana pour Naruto. On a eu, il y a quelques années, celui qui avait fait beaucoup de bruit, c'était Pokémon, où effectivement, il y avait un certain nombre de stands qui faisaient du fan art et des choses comme ça qui se sont retrouvés un petit peu pouillés par les douanes. Alors, on accompagne les ayants droit dans leur démarche. Thomas disait on laisse rentrer la donne, ça va un peu plus loin que ça en fait, c'est-à-dire que techniquement en tant que commissaire général du festival, il y a le responsable des douaniers qui, la première chose qu'il fait sur le festival, c'est bonjour, je cherche le commissaire. Donc il vient me voir, il m'explique pourquoi il vient, il dans les grandes lignes, hein, parce qu'il ne me dévoilera que à la fin de son intervention, quels sont les stands, quelles étaient les cibles exactes. Mais il me fait signer un document comme quoi j'accepte de le laisser rentrer et de travailler. Et si jamais je signe pas, j'ai juste le droit de l'accompagner au poste. Donc, généralement, je signe. Et à la fin, il me fait un rapport en me disant j'ai fait tel stand, etc. Vous avez tel stand qui va être fermé. Parce que des fois, il y a des stands qui te ferment, ils te bâchent, et puis voilà. Mais c'est vrai que il faut se rendre compte que par rapport à ça, souvent on nous dit mais pourquoi vous les acceptez? Alors déjà la première chose c'est que quand quelqu'un prend un stand, on ne sait pas à l'avance ce qu'il va proposer. Oui, parce qu'en fait le public a l'impression que c'est de votre responsabilité, mais est-ce que ça l'est vraiment? Pas du tout.
Bah non, parce que nous, on ne sait pas ce qu'ils vont vendre, et puis ce n'est que sur place qu'on découvre. Tout à l'heure, on parlait des fruits secs, par exemple. Pendant des années, on avait une entreprise qui venait, qui proposait des t-shirts, des peluches, des machins, et puis un jour, elle a pris son stand comme d'habitude, mais c'était des fruits secs. Mais c'était la même boîte. Donc, on ne sait pas à l'avance ce qu'ils vont faire. C'est ça. Et donc, du coup, en plus, il faut bien se rendre compte que comme on a, depuis de nombreuses années, accompagné cette intervention de la douane, la plupart des gens qui sont des habitués de Japan Expo, quand on leur parle, ils disent bah, de toute façon, moi, quand je viens à Japan Expo, je prends que de l'officiel, et les éventuels produits contrefaits que j'ai, je les réserve pour les autres manifestations, parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché. Je veux dire, la douane ferait certainement plus de chiffres sur d'autres manifestations, parce que chez nous, quand tu as été visité par les douanes une fois, tu le refais plus. Hein, tu viens avec des produits officiels uniquement. Et c'est vrai que là-dessus, nous, on ne peut pas intervenir à l'avance. En plus, si jamais nous, on refuse de leur vendre le stand en disant « toi, tu fais du produit contrefait », le gars, il peut nous faire tout un tas d'attestations comme quoi, non, il n'aurait que du produit officiel. Et donc, si on refuse, là, c'est nous qui sommes susceptibles d'être attaqués pour refus de vente, parce que tu n'as pas le droit de refuser une vente, faudrait qu'on prouve, machin truc. Et donc, on ne peut pas prouver à l'avance qu'il enfreint le règlement en ayant des produits contrefaits, parce que tant qu'il n'a pas déballé son stand, on ne peut pas prouver ce qu'il va mettre sur son stand. Donc c'est un peu le truc à la mort moelleux. Et puis il mélange les produits. Et puis alors, il y a en plus différents niveaux de contrefaçon, comme disait Thomas. C'est-à-dire que des fois, on a des problèmes sur, par exemple, des produits genre des jouets Bandai. C'est exactement le même que le Bandai. Sauf qu'en fait, il a été acheté directement en Chine, donc il n'y a pas le petit sticker holographique le qui sticker prouve qu'il est officiel. Et donc en fait, c'est le même jouet que l'usine chinoise a vraisemblablement dû fabriquer un peu plus que prévu. Et donc du coup, tu as exactement le même produit que l'officiel, mais il manque le sticker. Et là, c'est pareil. Si tu n'as pas l'ayant droit officiel qui explique au douanier que le sticker, c'est ça qui fait la différence, le douanier, il ne t'écoute pas. Hein. Donc, Et puis les douaniers, ils viennent que pour pour les produits sur lesquels ils ont été sollicités. Voilà, ça veut dire que s'ils vont sur un stand et que il y a un produit, contrefait qui est repéré, ils vont le supprimer. Mais si le produit d'à côté est contrefait aussi, ils y toucheront pas. Pas parce qu'ils veulent pas. C'est que l'ayant droit. Même s'ils le savent. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas le pouvoir d'agir. S'il n'y a pas la plainte, ils ne peuvent pas agir, c'est ça. Et le vrai problème qu'il y a dans tous ces trucs de contrefaçon, là, outre tout ce qu'on vient de décrire, c'est qu'en gros, il y a quoi 4 ou 5 gros distributeurs de contrefaçon dans le monde, hein, qui sont souvent dérivés des usines dont parlait Jean-François, et qui brassent énormément et qui, surtout, souvent achètent des licences en Chine, très très chères, auprès des Japonais, et pour que on change de sujet, quoi. Donc du coup c'est vraiment nous, c'est quelque chose qui nous plaît pas parce que ça fait pas du bien à personne. Enfin, il y a encore une fois essentiellement la chaîne de création est rompue, donc ça veut dire qu'il y a énormément de produits, énormément de chiffre d'affaires qui est généré qui ne profite pas aux auteurs. Et moi il y a je pense que c'est un auteur qui m'avait raconté ça à un moment donné, qui a dit si moi j'arrive plus à en vivre, un jour je passerai à autre chose, quoi. Parce que donc ça veut dire que le vrai risque qu'on prend, c'est que tous les gens qui créent les licences, les personnages qu'on aime, et ça les saoule tellement qu'un jour ils se disent je vais aller faire des dessins pour de la pub ou faire des trucs pour autre chose, parce que de toute façon ce sera tellement plus rentable, aller faire du pachinko, enfin aller faire n'importe quoi, mais qui sera tellement plus rentable et où ils n'auront pas l'impression de se faire carotte, quoi. Parce que c'est ça le vrai problème, le problème fondamental. C'est pas l'industrie qui est derrière, évidemment tout le monde en pâtit, mais in fine il y a un gars qui a créé quelque chose et qui ne profite pas de ce qu'il a créé. Le truc, c'est que après, les vrais gens qui ont le pouvoir, au final, c'est les acheteurs. Hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident, comme on le disait, de détecter le vrai du faux. Mais à un moment donné, quand on vous vend un produit à 40 € alors que l'officiel que vous avez vu en magasin, il est à 120, faut se méfier. Et du coup, si on vendait pas
Si tous ces gens-là vendaient pas les produits contrefaits par paquet de 1000, effectivement, il y aurait beaucoup moins de produits contrefaits, mais c'est toujours compliqué, c'est une question de budget, de demande, etc. Mais toutes ces opérations qu'ils mènent avec les douaniers, c'est aussi parfois vraiment une goutte d'eau dans la rivière, quoi, parce que ils interviennent là. Sauf que sur toutes les manifestations le reste de l'année, qu'elles aient lieu à Paris ou ailleurs en France, ils vont avoir ces produits contrefaits. Et voilà. Et la législation française, comme l'a expliqué Thomas, elle est telle qu'elle est. On ne peut pas, nous, vraiment intervenir là-dessus. Je sais que je voyais les gens de Polymanga, a priori en Suisse, ils ont une approche différente de ce genre de choses et les organisateurs ont un peu plus de pouvoir là-dessus. Mais nous, on est très limité dans notre action. Donc pendant longtemps, on avait des panneaux qui essayaient d'attirer l'attention sur le fait qu'il fallait ne pas acheter de contrefaçon et autres. Il y a beaucoup de fans qui disaient alors pourquoi vous les mettez en vente? Le truc, c'est que voilà, techniquement, il y a un stand qui fait aussi de la sensibilisation sur la contrefaçon chaque année. C'est le résultat de notre travail, nous, en tant qu'organisateurs, avec le gouvernement japonais. C'est ça, je pensais que c'était une association. Mais oui, c'est une association, mais qui est une agence, enfin un dérivé je dirais, du ministère de l'économie, comme ça. D'accord. Parce qu'ils dépendent du programme qui s'appelle Cool Japan. Et c'est des gens avec qui on a beaucoup travaillé justement sur ces notions-là, sur même comment faire parler l'Europe et le Japon, enfin, donc des trucs qui nous dépassent un peu, nous. Hein. On s'est retrouvés dans des discussions parfois où on était oui, qu'est-ce qu'on fait là, au secours. et voilà, et du coup, un des résultats de ces discussions, ça a été cette participation de cette association du copyright. Oui. Qui fait de la sensibilisation et qui fait bien, mais c'est vrai que ça reste une goutte d'eau. Tant que les gens ne décideront pas de pas courir que le prix. Mais on ne fait pas que rien. Il y a des initiatives. Mais il y a des initiatives et encore une fois, nous on accompagne tout ce qui peut se faire dans les limites de ce qu'on est capable de faire. Quoi. Ouais. On voit que les stands des marques officielles, que ce soit Tamashi, que ce soit les Bandai, que ce soit... plus ça va, plus ils ont de place sur le festival. Et c'est ça qui va faire la différence aussi, parce qu'à partir du moment où on se dirigera vers ces gens qui vont avoir de l'officiel, etc., on va forcément réduire le marché des gens qui proposent la contrefaçon, et ils n'auront plus forcément d'intérêt à venir sur une manifestation comme la nôtre, quoi. Donc c'est aussi comme ça que ça marche. Mais c'est vrai que du coup le produit officiel est parfois plus coûteux, c'est ça qui fait la force de la contrefaçon. Aussi, mais méfiez-vous, voilà. Mais il y a une évolution des mentalités auprès du public qui est quand même assez évidente, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, parmi tout simplement les visiteurs. Il y a une petite queue de chat, attention sur Marcy. Les visiteurs eux-mêmes, en fait, essayent d'être justement de plus en plus attentifs à ces détails-là, et les gens s'offusquent en fait de trouver des produits contrefaits parce que justement à côté, 10 pas plus loin, on peut avoir le stand officiel qui va vendre le produit. Et en fait, c'est juste dans la logique même du visiteur, en fait, de se dire je me balade dedans et il y a les deux. Mais du coup, avec les explications que vous avez données, ça peut justement éclairer sur pourquoi on se retrouve dans ce type de situation. Et par rapport aussi au fait qu'il y a, en tout cas je sais qu'au Japon, il y a une tolérance qui existe pour tout ce qui est dojinshi, parce que c'est des trucs petits qui en vrai ne peuvent pas détruire complètement du coup tout un système, puisque c'est des très petites quantités et avec des très petites tarifications tout simplement. Donc je me disais en toute logique qu'en France c'était pareil, mais a priori non. Si, parce qu'au Japon il y a des événements qui font que ça. Ça dépend quel personnage. Comiquette. C'est très compliqué. Déjà, ça dépend des personnages. Et ensuite, la différence quand même fondamentale entre un produit contrefait et une création de dojinshi ou de jeunes créateurs, c'est justement l'acte de création. Ça veut dire que quand ils font des parodies, même si parfois elles piquent les yeux, ça reste une création. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value de l'auteur par rapport à un personnage. Il y a la même chose avec les Américains, où eux, ils ont carrément toute leur économie de création de personnages est basée sur le fait que ce soit repris. Tous les personnages Marvel et tout ça. Donc, en France, si tu utilises un personnage pour faire autre chose, mais que le personnage ne t'appartient pas ou que tu n'en as pas les droits, c'est de la contrefaçon. C'est ça. Quel que soit ton volume de vente, c'est de la contrefaçon, d'accord.
tu peux vendre 50 exemplaires de ton doujinshi à Japan Expo, tu fais de la contrefaçon, et tu peux être, de manière absurde, hein, attaqué de la même manière que si tu vends des produits contrefaits. Mais à l'inverse, il y a un droit à la parodie. Donc du coup, c'est toujours... c'est la douane qui décide selon son feeling en fait. C'est la douane l'ayant droit, parce que c'est l'ayant droit qui va envoyer la douane. Hein. C'est ça. Oui, mais parce que par exemple, si quelqu'un fait un doujinshi sur Pokémon, la douane elle vient, elle voit Pikachu, elle se pose pas de questions de toute façon, elle interdit, elle fait oh là là, il y a Pikachu sur votre... L'année où ils sont venus pour les fanarts comme ça, c'était la consigne, c'était on dégage tout ce qui est Pokémon et qui n'est pas officiel. Donc là, on se posait pas de questions. Qu'il y en ait 10 exemplaires ou 1000 exemplaires, c'était la même chose. Et juste pour revenir, les doujinshi, tu sais, au Japon, des fois, ils en font plusieurs centaines de milliers. Hein. Méfie-toi. Hein. Centaines de milliers Ah ouais, il y a certains trucs, c'est des cartons. Hein. Alors pourquoi c'est toléré? Pourquoi au Japon c'est toléré? Parce qu'à côté, eux, ils en vendent plusieurs millions. Donc, c'est ça. La proportion. Oui, et puis ce sont des auteurs qui après se retrouvent à travailler souvent pour les maisons d'édition. Si tu prends, je sais pas, des gens pas connus, genre les Clamp, elles ont démarré dans ce genre de business et elles ont fait toute leur carrière avec ça. Et je pense que les maisons d'édition se sont très largement rattrapées en termes de royalties dans le temps. C'est pas faux. Tu es dans une économie fermée. Donc à un moment donné, tu as des choses qui se passent parce qu'ils savent que ça va encourager des jeunes auteurs à se lancer, ça va encourager plein de choses. Tu vois, ils vont pas prendre en compte que l'intérêt économique de la défense du personnage. Sans compter que même s'il y a des doujinshi qui se vendent dans des quantités qui feraient pâlir d'envie. Là, vous m'apprenez vraiment un truc parce que j'avais jamais eu aucune idée des chiffres de vente de doujinshi. Genre jamais. J'en achète, mais je sais pas combien d'autres gens en achètent en vrai. Hein. Donc j'apprends avec vous là. Je sais plus, c'était Yuki, Nobuteru Yuki, Jean-François. Ouais, alors lui, c'est pas la même chose quand même. Non, mais à Comiket. Faut voir, c'est doujin, ça tient plus du harbou que du doujin quand même. Mais ouais. Oui, mais il était à Comiket et il avait été sold out sur un truc et ils en avaient ramené, mais c'était une camionnette quoi. Et le mec à Comiket, il a une journée. Hein. Mais je vois des gens qui se posent des questions sur le chat sur tout ce qui est fanart, etc. Alors, il n'y a pas que toute la section créateur. Donc, c'est là où vous retrouvez les petites boucles d'oreilles Pikachu, vous allez retrouver les petits trucs inspirés. Je sais plus, il y avait une nana qui faisait des petites peluches Totoro ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est de la contrefaçon. D'un point de vue, à partir du moment où vous exploitez... Légal, d'un point de vue légal. Ouais. D'un point de vue légal. Si vous exploitez un personnage qui existe déjà, qui appartient à un auteur, voilà, vous n'êtes pas censé faire de votre côté... En fait, exploiter ce personnage qui appartient à quelqu'un, en fait, finalement. Il y a quelques années de ça, on avait un fanzine, parce que tu parlais de chiffres, Caroline, mais on avait un fanzine français qui, je ne sais plus s'il existe encore, mais qui faisait des aventures complémentaires de Dragon Ball, tu vois, et qui en vendait plusieurs milliers sur Japan Expo. Ah ouais, d'accord. Je sais plus si c'était 3 ou 5 000, mais voilà. Et donc, du coup, du jour où on a su ça, déjà, on leur a dit vous n'êtes pas vraiment amateurs, les gars, parce que c'est. C'est pas Dragonfall. C'était pas le truc non, je ne dirai pas le nom. C'était autre chose. Ok, ça marche. Donc, c'était très joli, c'était très bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vivaient de la licence créée par quelqu'un d'autre. Donc forcément que ça pose problème à Toriyama et Shueisha, c'était logique parce que tu crées un univers, tu crées quelque chose et puis il y a quelqu'un qui fait son beurre à côté. Puis il y a toujours ce truc un peu délicat de se dire s'ils achètent chez lui, ils achètent plus chez moi, le budget des gens il n'est pas extensible à l'infini. Donc il y a toujours ce principe de se dire il est en train de réduire mes revenus. Donc, il se protège. Mais il faut savoir, parce qu'on parle de la contrefaçon, du doujinshi, etc. Au Japon, il y a eu une autre problématique qui est toujours pas vraiment réglée, c'est le cosplay, parce que les Japonais, et en termes de droit, ils sont très loin. Le cosplay, gros débat. Quand on voit, par exemple, au World Cosplay Summit, les personnages issus de chez Shueisha sont interdits parce qu'ils considèrent que c'est l'exploitation des personnages Shueisha, et donc le doujinshi est toléré, le cosplay non, tu vois. Donc, incroyable. Ils sont tendus sur ces questions-là. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais bon. Mais les cosplayers, ils peuvent gagner des fortunes. Il y a certains cosplayers qui ne font que ça. Donc, en des séances photos, etc., ils gagnent beaucoup d'argent. Et s'ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont déguisés dans tel personnage de tel manga, voilà, c'est aussi ça la sensibilité de la situation. Mais ça a pris une telle ampleur au Japon que le gouvernement est en train de réfléchir à légiférer. Ouais.
spécifiquement sur le cosplay. Mais voilà, mais après, moi en tout cas à titre très personnel, ça me pose toujours un problème sur ce qui est du domaine de la recréation. Ça veut dire quand quelqu'un s'approprie une licence et en fait quelque chose de nouveau, souvent, c'est-à-dire quand on fait un cosplay, quand on fait un fan art ou quelque chose comme ça, et ceux qui vont prendre un produit, le copier et le revendre. Parce que pour moi, il y a quand même une grande différence, parce qu'il y a quand même une plus-value du créateur entre les deux. Le vrai problème, il est dans la dimension, enfin un peu ce que disait Jean-François juste avant. Ça veut dire que si tu le fais pour le fun, si tu te promènes dans les allées cosplayer, que tu te fais prendre en photo, il y a un truc. Mais quand on voit aux États-Unis là des cosplayers où il faut payer $100 pour avoir le droit de faire une photo, et que en plus du coup il y a une espèce de course à l'affriolant. Au Japon, il y avait une histoire de droit d'auteur qui voulait essayer de faire payer, je crois, sur les cosplayers. Oui, c'est ça, c'est la loi que le gouvernement est en train d'essayer de mettre en place. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui nous dit, Pichu Cosplay, qui nous dit que depuis 2019 ou 2020, la Shueisha autorise les cosplays sur ces personnages. La difficulté avec le cosplay, c'est un peu comme le fan art et autres, c'est qu'à un moment donné, ça contribue à la notoriété d'une licence. Quand tu vois un super déguisement dans les allées de Japan Expo, tu fais « c'est quoi ?» et des fois, tu connais pas la licence. Et ça permet quand même de faire connaître certaines licences. Je veux dire, quand au début de la Planète des Titans, on voyait des gens se balader avec... pas de peau, quoi, grosso modo. Ça titillait les gens. Il y avait des gens qui savaient pas d'où ça venait, et ça a participé à faire connaître la licence dans un certain sens. Donc, ils rendent hommage. Quand c'est un hommage à une œuvre, mais qu'on n'en tire pas profit, je pense que ça pose généralement pas de problème aux ayants droit japonais. Mais le problème qu'il y a, c'est effectivement ces gens qui deviennent professionnels, qui disent bon voilà, si tu veux te faire prendre avec moi en Mai Shiranui, c'est $100. Là, tout d'un coup, les ayants droit, ils ont un problème, quoi. C'est le profit non partagé. Ah oui. Encore une fois, ça veut dire que si quelqu'un crée un business et dit je vous reverse tant, au même titre que quand Kana, si on parlait de Kana tout à l'heure, ça peut être n'importe quel éditeur, achète des droits au Japon, ou quand Pika prend l'Attaque des Titans au Japon, il reverse de l'argent au Japon sur toutes les ventes. Donc si demain tous ceux qui font du business ont ce genre de modèle, ça calmera un peu tout le monde, hein. Le seul problème après, ça va être de différencier ceux qui font du business ceux qui n'en font pas. de ceux qui n'en font pas. Et tous ceux qui achètent des vêtements à Japan Expo, par exemple, le manteau de Kirito, le bandeau de Naruto, je ne sais quoi, et qui finalement se finissent par cosplayer parce qu'ils ont acheté un goodies, un ou deux goodies pour faire la tenue à Japan Expo, ils se cosplayent du coup. Donc, mais il y a peu de chances qu'ils finissent en prison. Oui, on est tous d'accord. mais voilà, c'est là où les lois sont censées être précises sur. On verra l'évolution parce que ça reste très flou le cosplay, en tout cas en France, d'un point de vue légal. Il y a la loi, et puis surtout il y a la volonté derrière. Enfin, c'est là où ça devient compliqué. Il y a la volonté d'appliquer stricto sensu ou pas cette loi. Pour finir, un jour j'ai participé à une grande conférence à la Chambre de commerce sur le piratage, où le vice-président de Monde, de Sanrio, qui est quand même un truc qui ne dit que sur le licensing, a dit oui, mais quand on est piraté, ça prouve qu'on est connu. Et du coup, ça a fait taire toute la salle en fait. Ouais, mais c'est le mec qui fait des milliards, il est là, genre moi je fais des milliards, salut. Donc voilà, c'est pour ça, c'est tellement touchy, quoi. C'est limite, faudrait une règle pour chaque marque en fait. Nous, en tant que Japan Expo, ça nous dépasse tellement. Et nous, en tant que groupe aujourd'hui, là, au cri du mochi, ça nous dépasse. C'est des enjeux qui sont en argent, qui sont phénoménaux, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu honnêtement à toutes les questions. Oui, tu voulais poser une question. Comme si on pouvait peut-être revenir un peu rapidement sur un truc un peu plus positif pour le Japon. Oui, mais parce que du coup, ce serait cool de... Moi, je voulais finir sur les perspectives, mais si t'as autre chose, dis-moi. Justement, parler un peu de l'avenir et de voir si, justement, avec le contenu fait par Japan Expo pour Japan Expo à l'avenir, si ces 2 ans de pause vous ont un peu aidé, parce que ça grossit d'année en année et il y a toujours des nouveautés, si ces 2 ans de pause vous ont permis un petit peu de réfléchir et de changer des trucs et modifier des trucs, faire évoluer ou trouver des nouveautés,
pendant cette période. Pour Vous 2022. vous n'êtes pas tourné les pouces, quoi. Vous êtes peut-être pour les sessions Alors, suivantes. bon, malheureusement, la plupart de notre temps, il a été pris par de l'administratif, de remplir des formulaires pour demander de l'aide, pour pouvoir Survivre. survivre. Voilà, ça c'était le premier truc. Et notre réflexion, effectivement, ça nous a donné des nouvelles idées. Le problème qu'on va rencontrer, c'est est-ce que ça va être faisable? Parce que il faut bien voir que toute l'industrie de l'événementiel est arrêtée depuis grosso modo avril 2020. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est nous, quand on va redémarrer notre activité, ce qu'on espère à la rentrée là, on va avoir plusieurs choses à voir. C'est comment on retrouve nos prestataires, parce que les gens qui installent les scènes, les gens qui animent des stands, etc. Est-ce qu'ils vont être encore là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? On n'a pas toujours du contact avec tout le monde. On rencontre énormément de gens tout au long de l'année, et là, bon. On peut pas faire des visioconférences avec tout le monde, donc on va avoir déjà un état des lieux à faire. Et après, on va avoir l'autre point, c'est la réalité économique, c'est-à-dire, ok, on a eu des idées, mais est-ce qu'avec le nouveau cadre budgétaire que nous donne cette crise, on est capable de mettre en place ce qu'on voulait? Bon, là, c'est clair que actuellement, on était sur une tendance où chaque année, on investissait toujours plus en se disant on va faire toujours mieux, etc. Là, il va falloir qu'on soit un peu plus raisonnable dans nos envies. Et puis, on a, mine de rien, pas mal perdu de temps avec les Japonais. C'est-à-dire que quand on dit on crée du contenu, souvent, c'est des choses où on travaille pendant plusieurs mois, voire années, avec des artistes, des sociétés, pour proposer quelque chose. Donc, par exemple, en 2020, on voulait célébrer c'était quoi, le 40e, 50e anniversaire de la carrière de Hojo, et donc du coup tout ça c'est bien, mais on a eu des nouvelles régulièrement, on sait que s'il peut venir, il aura envie de venir quand même, etc., parce que sa venue n'était pas forcément liée à une actualité, mais c'est vrai que malgré tout, il y avait plein de gens qu'on avait convaincus de venir en 2020. Est-ce qu'ils seront encore là en 2022? C'est toujours un peu délicat. Le gros contenu de 2020, ça s'appelait quand même les Jeux Olympiques. On faisait un truc thématique sport. Une jolie thématique sport. Avec des invités autour du sport, des expositions autour du sport, des mangas de sport, de l'animé de sport, du jeu vidéo de sport, tout ce que tu veux du sport, les Jeux Olympiques. Tout d'un coup, on se dit, bon, c'est pas grave, en 2021, il y a encore les Jeux Olympiques. Bon. En 2022, moins. Hein. 2022, moins. Là, on gardera juste Donc le thème du phénix. Voilà, le phénix. Donc on va faire les Chevaliers du Zodiaque, on va faire Tezuka. Ceci n'est pas un engagement pour la communauté. du mochi Japan Expo en 2022. Peut-être. La résurrection du mochi. Hop. Voilà. Et après, vous faites un partenariat avec Tomo et on est bon. Voilà, des mochi. Mais oui, ce que je me suis dit, tu vois, on va peut-être vendre des mochi en fait à Japan Expo. Donc, ça cartonnerait. On a eu plein de réflexions sur qu'est-ce qui avait marché ou moins marché. Ce qu'on fait généralement, effectivement, en septembre-octobre. Là, on a eu un peu plus de temps pour le faire. Mais par contre, c'est vrai que cette espèce de flou, parce que toutes les idées qu'on a en ce moment, tant qu'on ne sera pas un peu plus dans le concret de la reprise, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qui va être faisable ou pas. Parce que même en termes d'infrastructure, etc., un parc d'exposition qui ne tourne pas depuis 1 an et demi, on ne sait pas trop dans quel état on va le retrouver non plus. D'habitude, ils ont toujours tout un tas de travaux, d'améliorations, etc. Est-ce qu'ils ont fait les travaux ou est-ce qu'ils ont tout arrêté? On ne sait pas vraiment. Donc c'est vrai que c'est difficile de se projeter vraiment dans le concret. On a plein d'idées, mais le concret, c'est plus flou. C'est pas tout de suite, alors il y a le temps. Okay. Il y a le temps, et puis il faut aussi revenir dans un moment où les gens sont prêts à s'engager, quoi, parce qu'il y a les idées, il y a les moyens, et puis il y a les gens qui en face. Parce qu'en gros, aujourd'hui, on demande des choses à des gens, tout le monde nous dit « Ah bah oui, s'il n'y a plus de Covid, pas de problème ». Et du coup, c'est comme une réponse, c'est pire qu'une réponse de Normand, parce que pas de Covid, tu le situes où, tu vois? Est-ce que c'est parce que tout le monde est vacciné? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a vraiment plus du tout?
Là, 2022, on est en DAX, hein, sur plus du tout. Ouais, Mais suffisamment de vaccins, ça c'est très très jouable. Est-ce que c'est des histoires? Parce que c'est pareil, si on compare les circulations de virus entre le Japon et la France, on ne pose pas nos seuils d'alerte tout à fait au même endroit. Hein, donc c'est des réponses comme ça qu'on n'aura pas. Ça veut dire Est-ce que les Japonais devront faire 15 jours de quarantaine pour pouvoir venir à Japan Expo? Donc un mangaka qui a du mal à s'éloigner 4 jours de Tokyo, lui dire bah écoute, tu viens sur 20 jours. Dur. Donc 15 dur. dans une chambre d'hôtel. Voilà. Le plaisir. Et ça, c'est ce qu'on s'était dit avec Jean-François, c'est qu'au pire, ça pouvait intéresser les tantos, parce qu'ils étaient sûrs de bloquer, de verrouiller l'auteur dans sa chambre d'hôtel. Il a rien d'autre à faire que dessiner, quoi. Au travail. La fameuse légende de la chambre d'hôtel. Ça, tu l'auras dessiné en France. Ça n'a pas la même saveur de dessiner en France. Il y aura des arguments, mine de rien, pour les tantos. Ouais, on met une photo de la Tour Eiffel sur le mur et tout, on est bon. Parfait. Il y a des stratagèmes qu'on peut mettre en place, c'est terrible. Pauvres petits artistes. Je vais conclure rapidement parce qu'il y a eu 2 petites questions, mais je pense qu'elles sont très rapides à répondre. Je pense que j'ai moi-même à moitié la réponse. Muffin qui demandait pour les fauteuils, j'ai vu que Marcy avait répondu. Les gens qui viennent en fauteuil roulant, on est d'accord, il y a des accès partout. Il me semble, dans mes souvenirs. Il y a des accès partout. Des fois, alors, on a eu un problème une année parce qu'il y a un ascenseur qui était en panne. Mais on a ouvert une porte de secours, on a trouvé une rampe et puis ça s'est arrangé. C'était pas aussi naturel et fluide. Mais évidemment qu'à notre époque, tous ces lieux-là doivent être capables d'accueillir les personnes en fauteuil roulant. Voilà. Et sauf l'espace Culture Japon qui a des allées de 1,50 m à peu près qui très Alors short. là, c'est pareil, ça c'est comme le souvent. Il n'y a pas une allée qui fait moins de 3 mètres chez nous. Donc, Ah si, celle-là. Non. Même dans l'espace culturel. C'est à l'intérieur des stands, c'est juste que si tu veux. Ouais, à l'intérieur des stands. Non, pas à l'intérieur des stands, vraiment dans cet espace-là. Mais c'est parce que je viens avec un fauteuil roulant, j'ai une amie qui a un fauteuil roulant, et donc du coup on avait eu juste à cet endroit-là. L'année dernière, au Wabi Sabi, on a bien augmenté la taille de leur espace en leur disant les allées d'1,50 m, c'est pas possible, parce qu'en fait ils avaient des allées de 3 mètres, mais ils mettaient des tables dedans. Donc ça c'est fait bien possible que j'ai pensé à ça aussi. Mais voilà, après, mais globalement, les allées sont plutôt larges. Après, malheureusement, quand il y a des concentrations de population, tu peux faire ce que tu veux, ça passera pas, quoi. Maintenant, le parc, le parc des expos est plutôt bien fait pour les gens handicapés et notamment en fauteuil. Et nous, on a aussi mis en place un ensemble d'accueil. Ils ont une entrée dédiée sur le festival. Il y a tout un tas de choses qu'on met en place justement pour faciliter l'accès. Le but pour nous, c'est que tout le monde vienne s'amuser. C'est un temps. Japan Expo, c'est un peu une safe place, quoi. Donc du coup, c'est bien que tout le monde puisse venir, tout le monde puisse s'éclater, quel que soit son état de santé. Enfin, voilà. C'est après, faut pas faire des choses. Il y a des choses qui ne sont pas adaptées, genre des activités, quand il y a beaucoup d'éditeurs qui font les éditeurs font quelques activités, elles ne sont pas toutes adaptées. Surtout la partie jeux vidéo, où souvent c'est sur des scènes, où il y a parfois même les PC ou les bornes, ils les surélèvent en fait, et ils ne pensent pas toujours à mettre la rampe. Mais on s'arrange. L'initiation au catch posera problème, par contre. Oui, voilà, par exemple. Mais voilà, mais en sélectionnant ton parcours, il y a suffisamment de choses à faire dans le Japan Expo pour que tout le monde puisse s'éclater sur le festival. Et nous, on aura vraiment réfléchi le truc de manière à ce que... Enfin, on réfléchit le truc de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Après, on ne pense pas à tout, hein. Il y a des choses, effectivement, ça nous échappe un peu, mais on est à leur écoute. Enfin, on a une équipe accueil visiteur qui est là, qui les toilettes handicapées en général sont squattées, mais ça c'est de façon générale. Donc voilà. Voilà, mais on avait un point où les gens ils pouvaient nous demander pour recharger leur fauteuil le cas échéant. Ça, c'est parce que c'est demandé. Nous, c'est vrai que tu y penses pas, toi. Quand t'es pas soumis au sujet, Oui. Voilà, mais ça vient peu à peu. Juste du coup, ces histoires de recharge de fauteuil, ça me fait penser à ce que tu disais, Caroline, tout à l'heure sur la nursery. Oui. Les bébés. Dernièrement, on a mis en place des espaces. Les espaces nursery, je pense qu'ils ont eu quasiment 12 ans. Et dernièrement, on en a mis moins parce qu'en fait, elles ne sont pas utilisées. Avant, il y avait, je pense qu'il y avait quasiment une dizaine de nurseries, un peu partout, des points qu'on construisait à côté des entrées des toilettes. Et en fait, on s'apercevait que les gens qui allaient dans ces espaces-là n'avaient pas d'enfants. Donc, on a
mis la nursery avec le gros point information qui est généralement dans le hall 6 là. Et effectivement, depuis, cette nursery-là est extrêmement utilisée parce que les gens le trouvent plus facilement. Mais tous ces services-là, on parlait de l'espace enfant, pour les fauteuils roulants, on a pas mal de ça. Même dans toutes les salles, on a systématiquement des emplacements où on enlève des chaises pour pouvoir laisser la place pour un fauteuil roulant, par exemple. Donc tout ça est effectivement pensé. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas, parce que tu parlais de monter sur scène pour faire certaines activités, la problématique qu'il y a à ce niveau-là, c'est la construction de rampes pour accéder aux scènes. Avec l'angle, avec la faible pente qu'il faut, on est obligé de construire des rampes, si tu veux. Donc l'entrée de la rampe de la scène Sakura, elle risque de se retrouver dans le stand de Kana à force. Tout à fait. Non, mais on est d'accord. Et donc du coup, on peut malheureusement pas s'offrir des ascenseurs pour toutes les scènes, des rampes pour toutes les scènes, parce que c'est trop compliqué en termes de logistique. Non, c'est pas une volonté de notre part. C'est juste de le savoir, de se dire, ok, oui, on peut y aller, on peut faire le festival, faire plein de choses, mais il y a des choses qui resteront. C'est comme monter sur la tête de Naruto, c'est comme faire, tu disais, l'initiation au catch ou même le Wildcats qui était là une année pour faire du baseball. Oui, non, il y a des choses qui resteront pas accessibles, mais le festival, lui, l'est. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'en une phrase, on peut répondre à la question par rapport aux gens qui voudraient prendre un stand? Est-ce que c'est déjà ouvert? Est-ce que c'est déjà mis en ligne? C'est déjà fermé. C'est fermé, oui. Donc c'est pas encore possible. Très bien, voilà. Ça dépend du type de stand. On a ouvert la commercialisation des stands en 2019, et puis on a tous les stands amateurs étaient sold out de toute façon, donc là on va avoir certaines places peut-être qui vont se libérer, mais il y a tellement de gens sur la liste d'attente que ça ne va pas rouvrir. Et pour les stands professionnels, boutiques et compagnie, il y aura une réouverture, mais ça sera certainement pas avant octobre, novembre, décembre, quelque chose comme ça, quand on aura une meilleure visibilité, parce que là il faut bien comprendre qu'on ouvre les billets, on vend des billets, et puis après on fait des campagnes de remboursement pour ceux qui veulent plus venir. C'est super galère, cette espèce d'itération marche on avant, a marche arrêté arrière. ça. Donc on ne rouvrira ni la billetterie ni la vente de stand que quand on aura des certitudes sur le fait qu'il y aura Japan Expo et qu'il ne va pas y avoir une 12e vague de Covid qui va nous emmerder. Et sur le site web, il y a un onglet exposant qui sera mis à jour au fur et à mesure des ouvertures de la campagne de commercialisation, donc il faut y aller. Et il y a aussi de quoi contacter le service commercial si on a besoin, mais en sachant que maintenant il y aura des réponses plutôt en octobre. Voilà. Rien avant octobre, d'accord. Ouais. Je note pour le Crédit Mochi. Ah, on a un stand. On en parle. Pour que éventuellement. Voilà, que Caroline fasse ses allers-retours. Moi, je ne ferai plus le podcast MangaCast. D'habitude, on avait chaque année notre meilleure émission, c'était la review de Japan Expo qu'on faisait. On faisait les 3 jours et le soir, 3e jour, on se faisait les 2 heures d'enregistrement. C'était une tannée. Mais à chaque année, c'était la meilleure émission que tout le monde écoutait. C'était impressionnant. Il nous a dit Cobb. Mais alors, on en a entendu parler. Oui, vous étiez chez les copains hier, je crois. Voilà. Mais vous étiez chez MangaCast, c'est vrai, il y a pas longtemps. C'est sympa parce qu'on n'a pas parlé de la même chose, donc comme ça. C'est parfait. Oui, il faut que les gens écoutent tout. Voilà. Si vous voulez des réponses sur les dédicaces, c'est sur l'autre. C'est sur le podcast de MangaCast qui va bientôt sortir. En long, en large et en travers, les dédicaces. En fait, on aurait pu se mettre d'accord avec MangaCast pour faire un truc totalement complet, un truc qui se complète comme ça. Moi, je prends ce thème, toi, tu prends celui-là, et on aurait peut-être pu. Il y avait sûrement eu des questions identiques, mais. Déjà, on a évité Thunder 2 fois, tu vois. C'est bien, on varie un peu là, les chroniqueurs. Voilà, et il y a quelqu'un dans le chat qui a mis le lien vers le. Ah oui, Madingue, notre incroyable Madingue, qui met toujours les très bons liens, effectivement. Mais ça sert à rien de s'exciter avant octobre. Avant octobre. Très bien. Écoutez, jusqu'au jour où on verra peut-être un mochi géant à Japan Expo. Merci beaucoup Thomas et merci beaucoup Jean-François, puisque du coup on vous a accaparé un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'était extrêmement passionnant. C'était difficile de s'arrêter, mais je vois que voilà, Fumble il va dépérir au bout d'un moment, donc il va falloir qu'on enchaîne avec le reste de la programmation. Mais merci à vous. S'il y a d'autres questions, nous on est prêts à revenir, il n'y a pas de souci. Ouais, on revient quand vous voulez. Mais franchement,
franchement, très sympa. avec c'est sympa. grand ça, plaisir. c'était J'ai passé un Très excellent précis, moment. très intéressant. Ouais, et vous êtes hyper transparent, vous me l'aviez dit en off et voilà, on ne peut que le constater également là. Et j'espère que les gens apprécieront votre franchise parce que du coup, c'est ce que les gens attendaient, je pense. Donc, j'imagine qu'ils sont contents. En tout cas, ils se sont quand même beaucoup exprimés tout au long de l'émission. Je pense que vous avez eu l'occasion de les lire. Et il y avait quand même globalement des gens plutôt contents. Donc, merci à vous et merci également aux viewers d'avoir été là et d'avoir participé. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir accueillis. C'est super sympa de pouvoir parler du festival à des Et puis de vous voir, hein, parce que d'habitude on se Et de voit se au moins une fois voir, par ouais, an. c'est Là, et cool, ça quoi. fait... C'est vrai. On se voit en coup de vent le soir dans les allées des stands un peu vides aux alentours du mois de juillet, effectivement. Et c'est fou, j'ai retrouvé mes images de mes premiers salons Japan Expo, parce que moi j'ai mon stand depuis le premier Japan Expo, et puis après j'ai arrêté parce que j'ai plus de boutique. Et jusqu'en 2009, j'avais un stand. Ah là là. Petit souvenir. Souvenir. Ouais, oui. En tout cas, merci beaucoup. On va vous libérer pour que vous puissiez du coup continuer à développer tout ça parce qu'en 2022, on sera là, on sera au taquet. Et vraiment bon courage. Je vous soutiens, voilà, depuis chez moi de Merci manière un peu beaucoup. virtuelle. Merci. Merci Merci. encore À d'avoir bientôt. été Merci, là. à bientôt. Bye. Salut. Bonne Au soirée. revoir. Et voilà, c'était nos invités, Thomas Sirdet, Jean-François Dufour, qui ont joué le jeu pleinement. Je suis très contente. C'était très bien passé, tellement bien que j'ai pas vu. Enfin, si, j'ai pas arrêté d'observer le temps. Tout le temps. 2022, qu'est-ce que ça ça me rend tellement triste. Vraiment, ça me déprime un peu là. Ça fait tellement loin. C'est loin, hein. Ah là là. Ouais, parce qu'en plus, on en parlait là. Comme on en parlait là, j'avais un peu la sensation que, tu vois. Bah ouais, que ça allait arriver. Allez, c'est dans un mois, non. C'est ça, c'est Non, pas mal. non, pas longtemps. du tout. Trop longtemps. Ça manque terriblement. Puis on en reparlera de cette histoire de Puisque Cri du vraiment Mochi fatigant, à c'est ce Japan flou Expo comme il Fumble. Hein. disait, quoi. Donc, Ouais, on sait même pas si 2022, mais on espère bien sûr, hein, mais voilà, qu'est-ce qui peut arriver. Il y a des gens dans le chat qui veulent du Cri du Mochi à Japan Expo. Et c'est là des mochis partout, tu sais. Ça sera chouette. Bah, d'habitude, moi, c'est vrai que mes derniers Japan Expo, Regardez, oui, c'était plutôt regardez, des oui. interviews, donc peut-être faire des interviews en direct, j'aurais adoré faire ça. Je crois que les gens, ils auraient grave envie. Ils ont tous des idées différentes d'ailleurs, des émissions en direct, etc., etc. Parce que moi, le problème, c'est que j'aimerais bien me Karaoké en cloner, quoi. direct. On sera à Oh. la gare du RER. Raconte. Ah, le direct. Ah là 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 là. Des peluches mochi, il va falloir que je contacte des entreprises Ah, de oui, fabrication ça, chinoise. ça, c'est Hein. Si vous avez des contacts chinois, hein, dites-moi, hein, parce que c'est eux qui fabriquent les peluches, hein, les mieux hein, en tout cas. Mais du coup, ouais, Je te file mes contacts. Elle a des connaissances. Ah, mais j'ai la mafia chinoise, famille chinoise. La mafia chinoise. Ouais, parce qu'après, ça fait rêver, mais du coup, c'est vrai que moi, je me dis, de base, j'ai déjà quasiment pas le temps de bouger vraiment à Japan Expo, parce que j'ai déjà plein d'activités. Mais écoutez, si je reconstitue mon planning, il y a peut-être moyen de créer vraiment un truc. Mais là, comme il disait, c'est flou. Peut-être qu'on va pas. On a un peu de temps, regarde, pour organiser. Parfait. Finalement, 2022, est-ce que c'est pas justement l'occasion de réfléchir longtemps à l'avance? On en parle avec Il faut Fumble. mettre des sous de côté. On en parle avec ça. Fumble. On en parle avec Fumble. Voilà, on se fait des réus. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va entamer les reviews maintenant de l'émission. Et il y en a pas mal, mais on va essayer d'aller vite. Fumble, t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, il est minuit, c'est bon. D'habitude, on commence à 1h, les revues.